Chaque personne pensait qu'il était un chien sans femelle et un perdant. Mais un jour, le Train-kun l'envoie dans un autre monde où il devient le héros et crée une cour de belles filles. Même si sa meilleure amie lui avait promis de l'épouser quand il serait grand, cette salope est partie sans lui. Il est devenu un perdant déçu maintenant et au lieu d'aller à la salle de sport, il commence à apprendre les arts martiaux. Un jour, en rentrant chez lui, le Train-kun décide de débarrasser le monde de certains insoles et Mog. Kun est complètement éclaté, causant la mort de tout le monde à l'intérieur. Quand il ouvre les yeux, il se trouve dans un autre monde dans le corps d'un pauvre orphelin nommé Ryo et se souvient de sa vie précédente comme un rêve. Soudainement, la porte de son appartement s'ouvre et un groupe de voyous entrent avec un sac. Il moque Ryo pour encore être en vie alors qu'il semblait mourir de fièvre. Il s'assoit pour manger mais lui ordonne de sortir et de se laver parce qu'il sent mauvais plus que leurs sous-vêtements qui n'ont pas été lavés depuis des mois. Ryo sait qu'il se trouve au bas de l'échelle donc il obéit et sort. En se lavant, les souvenirs de sa vie passée et présente conflient dans sa tête, lui causant une migraine sévère. Il se souvient qu'il vivait avec sa mère dans cette vie, mais un jour elle est tuée et il est devenu orphelin depuis. Soudainement, un groupe de filles s'approche de lui et lui demande s'il a vu une fille aux cheveux violets dans les parages. Ryo nie avoir vu quoi que ce soit de tel, puis l'une des filles aux cheveux argentés s'approche de lui et se présente comme Celia. Elle est différente de ses collègues et traite Ryo gentiment, lui demandant plus de détails sur les quartiers pauvres. Il lui dit qu'en portant ses vêtements élégants dans les quartiers pauvres, ils vont être emballés et expédiés à l'île Epstein. Celia prend ses conseils en compte et décide de faire un radar magique pour voir si la fille aux cheveux violets est là. Cependant, tout ce qu'elle trouve, c'est que Ryo est couvert d'une quantité importante d'énergie magique, ce qui est très inhabituel pour un garçon de naissance basse. Elle ne sent aucune autre trace d'énergie et décide d'enquêter davantage dans les quartiers pauvres. Elle remercie Ryo pour les informations qu'il leur a données avec une poche d'argent. Ryo est surpris par la somme et quickly enfile la poche autour de son cou avant de retourner dans son appartement. Juste avant qu'il entre, un assaillant invisible l'attaque, mais heureusement l'argent sauve la vie de Ryo littéralement. Ryo regarde autour de lui et trouve que tous les hommes qui habitaient avec lui ont été envoyés rencontrer leur créateur et l'assassin masqué va lui envoyer à la suite. Ryo est effrayé et recule dans un coin, mais avant que l'homme puisse l'attaquer à nouveau, une femme éthérée apparaît devant lui et lui dit d'utiliser sa magie. Comme elle lui donne l'essence pour utiliser sa magie et disparaît, l'assaillant attaque Ryo à nouveau. Cependant, il fusionne ses entraînements en arts martiaux de sa vie précédente avec la magie et frappe l'assaillant en retour. L'assaillant utilise ses propres capacités magiques pour se bufférer, mais Ryo esquive et lui donne un coup de pied dans le visage avant de lui briser le bras. L'ego de l'assaillant est blessé par cela, donc il fait une charge désespérée contre Ryo, seulement pour être humilié à nouveau par l'enfant. Après avoir éliminé l'homme, Ryo remarque du mouvement dans le sac que les garçons ont apporté plus tôt. Il a un mauvais pressentiment et quand il l'ouvre, il trouve une fille aux cheveux violets. La fille est effrayée et confuse et dit à Ryo qu'elle fera en sorte qu'il soit récompensé généreusement si elle peut retourner auprès de son père. Elle tombe ensuite inconsciente après avoir vu les hommes morts autour d'elle, et Ryo décide de la protéger. Il la transporte dehors mais est découvert par Celia et les autres. Une fille lui tape dessus, accusant Ryo de mentir lorsqu'il avait en réalité enlevé sa sœur. Ryo essaie d'expliquer qu'il a sauvé la fille, mais cette idiote de barque ne veut rien entendre. La femme plus âgée, Vanessa, intervient et dit à Ryo qu'il doit venir au palais car la fille avec lui est la princesse elle-même, et ils ne peuvent pas croire ce qu'il dit jusqu'à ce que la princesse se réveille et donne sa déposition. Elle promet de bien le traiter, mais au lieu de cela, il est remis à un chevalier con qui décide de torturer Ryo pour qu'il avoue qu'il était impliqué dans l'enlèvement de la princesse. Ryo dit qu'il n'a rien fait de mal avec cette petite énergie insule qui continue de le frapper pour couvrir le fait que la princesse a été enlevée à cause de son incapacité. D'autre part, la princesse revient rapidement à elle et elle dit à Vanessa et Celia que Ryo a bien sauvé sa vie. Elle se précipite pour le libérer de la prison et trouve qu'il a été battu jusqu'à l'évanouissement par l'énergie de Capitaine Petit Canard. Elles lui disent de descendre immédiatement parce qu'il a sauvé la vie de la princesse et Ryo perd connaissance juste avant de toucher le sol. Il se réveille le lendemain dans un lit confortable avec Celia à ses côtés. Elle s'excuse auprès de lui pour ce qui s'est passé en prison et explique que le roi veut le remercier pour avoir sauvé la vie de sa fille, donc il devrait se préparer à le rencontrer. Ryo décide de ne pas poursuivre la famille royale pour le traitement qu'il a reçu en prison et demande à Celia d'enseigner aux manières pour présenter lui-même devant le roi. Le lendemain, il entre gracieusement dans la cour royale. Le roi est reconnaissant que Ryo ait sauvé sa fille et en récompense, il lui permet de rejoindre l'académie royale, même s'il est un vagabond de rue. Stelia le conduit à sa classe car bien qu'elle n'ait que 12 ans, elle a un niveau d'intelligence similaire à celui de Tony Stark et est déjà devenue professeure à l'académie.
Rio lui dit qu'il ne sait même pas lire ou écrire et elle lui dit de faire de son mieux et de venir à son cabinet pour des leçons privées. Dans la classe, Rio subit un harcèlement muet parce que même si les petits nobliaux méchants ne apprécient pas un enfant de la rue étudié parmi eux, ils ne peuvent pas être trop ouverts à ce sujet car le roi lui-même lui a donné son autorisation. Plus tard, Rio va dans la chambre de Celia, qui est plus désorganisée que la sienne, et aide Celia à nettoyer avant qu'ils puissent passer à leur leçon privée. Dès que Rio comprend ce que signifient les lettres et les chiffres, il montre rapidement ses compétences en mathématiques, laissant Celia impressionnée. Elle lui demande comment il est devenu si bon en mathématiques alors qu'il ne peut même pas lire, et Rio pense à sa vie précédente où il était étudiant en fac. Mais il dit que sa mère lui a enseigné cela. Celia ne poursuit pas le sujet sensible et ils boivent du thé ensemble avant que Rio demande des livres d'images et des crayons pour apprendre l'alphabet. Après cela, les élèves vont en entraînement physique où l'instructeur sévère remarque que Rio est plus doué qu'il ne le laisse paraître. Il demande à Rio d'attaquer de toute façon qu'il veut et Rio se met immédiatement dans la posture de sabre japonais qu'il avait apprise dans sa vie précédente. Tout le monde est surpris de voir sa posture, quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant, et il se moque de lui pour ça. Cependant, lorsque Rio utilise les connaissances et les compétences de sa vie précédente, il impressionne l'instructeur qui lui dit qu'il va être un grand chevalier dans l'avenir, mais Rio répond qu'il n'a aucun intérêt pour le chevalerie. Cela choque tout le monde car non seulement Rio a captivé l'attention de l'instructeur, mais il a aussi refusé son offre. Plus tard, Rio se met sérieusement à l'étude car il veut bien se comporter dans les prochaines évaluations intermédiaires qui vont bientôt avoir lieu. Après avoir donné les examens et quitté la classe, il voit tout le monde avec leurs amis. Et cela le rappelle soudainement de sa poupée dans sa vie précédente. Le cœur de Rio se serre de ses souvenirs et il essaie de convaincre lui-même qu'il n'est pas Haru, donc il ne devrait pas être triste à cause de son échec. Quelques jours plus tard, les résultats des examens sont annoncés et tout le monde est en étonnement car Rio obtient la première place, ainsi que la princesse Christina, la sœur aînée de la princesse qui l'a sauvée. Tandis que tout le monde garde leurs doutes et leur incrédulité pour eux-mêmes, un jaloux prétentieux appelé Alphonse accuse Rio de tricher. Il affirme qu'il va porter plainte contre lui. Mais Christina et sa copine lui disent de cesser de faire l'idiot parce qu'il n'a aucune preuve que Rio a triché. Ils ont accepté le résultat choquant et puis Celia arrive pour attester que Rio a obtenu les meilleures notes grâce à son travail acharné. Plus tard, Celia l'appelle dans sa chambre pour le féliciter, mais elle est également inquiète que les nobles haut placés continuent de l'embêter parce qu'il est meilleur qu'eux. Elle dit que la même chose lui est arrivée, mais elle avait des amis pour la soutenir. Rio répond qu'il a Celia, et Celia rougit de honte. 5 ans se sont écoulés depuis qu'il est entré à l'académie, et Rio vient juste de passer la puberté. Un jour, l'instructeur de sabre sélectionne quelques étudiants pour le tournoi à venir, et Rio est parmi les 3 choisis. La jalouse bête Alphonse refuse de reconnaître cette décision, mais l'instructeur lui demande qui a demandé son avis. Le jour du combat arrive et Rio est associé à l'Assaul qui l'a puni pour un crime qu'il n'a jamais commis, Charles. Il a été démuni à cause de cet incident et il blâme Rio pour cela, donc il voit cette occasion de se venger et combat Rio avec toute sa puissance. Cependant, Rio parvient à esquiver ses attaques calmes et lorsqu'il voit l'occasion, il désarme Charles d'un seul coup sec. Charles est abasourdi d'être humilié devant le public et demande au commandant, qui arbitre le combat, d'avoir une reprise. Mais il lui dit de se comporter comme un chevalier et d'accepter sa défaite correctement. Au final, Charles n'a pas d'autre choix que d'accepter sa défaite. Quelques jours plus tard, les étudiants vont dans la forêt pour évaluer leurs compétences pratiques. Ils doivent traverser une forêt difficile avec des monstres faibles pour atteindre leur objectif en temps minimum. Rio est dans le groupe contenant Alphonse, ses complices, les 2 princesses et certains étudiants supérieurs. Alphonse est le chef de groupe et son acolyte a obtenu des informations sur la forêt des chevaliers qui servent sous sa famille. Avec ces informations, Alphonse est confiant qu'ils peuvent atteindre leur objectif en demi-journée et tout le monde est d'accord avec lui. Il donne à Rio le travail de porter tous les sacs, disant que c'est le meilleur travail pour un perdant qui ne peut même pas utiliser la magie. Rio accepte le travail sans discuter et la princesse Flora, celle qui a sauvé, se sent mal pour lui. Elle essaye même de l'aider, mais Rio dit qu'il va bien. Pendant que le groupe traverse la forêt, un groupe de gobelins apparaît, mais Alphonse et ses hommes les défendent rapidement. Ils sont fiers de leurs actions et pensent que Rio était un perdant, qui regardait ailleurs, ignorant qu'il avait senti la présence d'un ennemi puissant qui était derrière l'enlèvement de Flora dans le passé. Le groupe traverse la forêt et leur chemin finit par mener à un précipice. Ils s'arrêtent là et Alphonse est embarrassé devant tout le monde. Il décide de trouver une autre voie, mais soudainement, une lance atterrit juste à côté de la princesse. Ils regardent autour d'eux pour voir des orques qui ne devraient même pas être dans cette zone. Les orques commencent à les attaquer avec des lances, et tandis que les étudiants essaient de les retenir, l'acolyte d'Alphonse, Stuart, se blesse et commence à pleurer comme une petite pute. Il heurte Flora, la faisant tomber du précipice, mais heureusement Rio est là pour agir à temps. Il saute lui-même du précipice, attrape Flora et la jette de nouveau en sécurité, avec l'aide de la magie du vent, tandis que lui-même tombe du précipice.
Tandis que les étudiants au-dessus se battent avec les orques, Rio a atterri en toute sécurité en dessous. Même s'il ne peut pas utiliser la magie comme tout le monde, il peut l'utiliser instinctivement grâce à la fille éthérée qu'il a vue le premier jour dans ce monde. Il grimpe de nouveau, se demandant si cela sera trop suspect qu'il ait survécu à la chute. Il se cache dans les buissons alors qu'il entend Alphonse et Stuart blâmer Rio pour la chute de Flora. Flora essaie de s'argumenter, mais personne ne l'écoute et dit qu'il mérite ce qu'il a eu pour mettre sa vie en danger. Il décide à Arnould de se diriger vers leur objectif et Flora demande s'ils vont simplement laisser Rio mourir ici. Avant que cela ne puisse arriver, un minotaure géant apparaît soudainement et bondit sur eux. Les magiciens et les chevaliers essaient d'attaquer, mais il est trop fort pour être blessé par leurs attaques. Le minotaure repousse plusieurs chevaliers qui l'attaquent, faisant paniquer tout le monde. Alphonse tourne les talons et s'enfuit et tout le monde le suit. Cependant, la Flora bien intentionnée court vers l'un de ses camarades blessés supérieurs et commence à le soigner. Mais en faisant cela, le minotaure l'attaque. Elle est terrifiée, mais heureusement, Rio intervient une fois de plus et sectionne l'armoire du monstre pour la sauver. Il lui dit de fuir tandis qu'il s'engage dans le combat avec le monstre. Le monstre est une forte adversaire pour lui avec sa force et sa vitesse écrasantes. Cependant, Rio esquive et bloque chaque attaque et dès qu'il trouve une ouverture, il plonge et sectionne la tête du monstre. Juste à ce moment, ses camarades viennent chercher Flora et Rio décide de partir silencieusement. L'homme mystérieux qui a envoyé le Minotaure est impressionné par ses compétences et décide de le surveiller de près. Même après avoir sauvé toute la bande, il sait qu'il sera accusé de mettre la vie de Flora en danger parce que les nobles imbéciles ne peuvent pas reconnaître leurs erreurs. Il sait que personne ne l'écouterait, donc il décide d'abandonner sa vie à l'académie et de retourner dans le pays de ses parents. Cependant, avant de partir, il doit voir une dernière fois Célia parce qu'elle était sa seule amie dans le royaume. Elle est inquiète pour lui aussi parce qu'elle a entendu quelques détails sur ce qui s'est passé, mais lorsqu'elle apprend la vérité de Rio, elle est horrifiée. Elle sait que Eonji ne peut rien faire dans cette affaire et avec un cœur lourd, elle se prépare à dire adieu. Rio promet qu'il écrira à elle sous un faux nom et un jour, il viendra la rencontrer. Rio court à travers la forêt pendant 3 jours entiers et arrive dans une ville qui n'a toujours pas reçu ses affiches de recherche. Il pense qu'il peut y acheter ses provisions pour le voyage ici, mais soudainement, il ressent quelqu'un qui le suit. Il se tourne et trouve personne autour de lui, donc il pense que c'est juste son imagination. Il explore le marché où il est surpris de trouver des pâtes vendues dans la rue. Il apprend que le gouverneur de cette ville a inventé les nouilles dans ce monde et non seulement cela, il trouve des pains à la viande japonais vendus dans une autre partie de la ville. Cela fait penser à Rio qu'il pourrait y avoir plus de gens comme lui qui sont réincarnés dans ce monde. De toute façon, il va dans une guilda marchande et une fille aux cheveux bleus nommée Lotte le reçoit. Elle lui demande de déposer son capuchon et son épée au comptoir car ils ne sont pas autorisés et elle est surprise de voir ses cheveux noirs. Elle le guide ensuite à travers le supermarché où Rio achète beaucoup de provisions pour son voyage, principalement des spaghettis car ils sont faciles à stocker et à préparer. Lo lui donne du thé plus tard pendant qu'elle parle de comment il semble un gentilhomme distingué. Rio parle joyeusement avec elle et demande ensuite au magasin de lui envoyer une lettre à Célia à son nom, en utilisant le faux nom Haru, qui était son nom dans sa vie précédente. Après qu'il quitte la ville, il commence à voyager à nouveau à travers la forêt, où il remarque une jeune fille allongée sur le sol. Rio court vers elle pour voir si elle va bien, mais la fille se révèle être une assassine qui tire une flèche empoisonnée sur lui. Rio bloque miraculeusement la flèche de toucher sa tête, mais le poison commence à se répandre dans son corps, le rendant somnolent. La fille bête se relève et déclare qu'elle va le tuer, mais Rio utilise sa magie pour enlever le poison. La fille bête est surprise par cela et attaque Rio avec des couteaux, mais il esquive facilement toutes ses attaques et contre-attaque. La fille rapide grimpe sur une branche d'arbre et augmente ses capacités physiques grâce à la magie, surprise de Rio parce qu'elle était déjà assez rapide. Il court vers elle pour ne pas lui donner l'opportunité d'attaquer et la maintient sous pression. Il réussit à la faire approcher et la renverse au sol. Il la maintient et la fille commence à pleurer et appelle sa mère. Voyant qu'il n'y a pas d'autre moyen de la calmer, Rio utilise sa magie pour la mettre en sommeil et retire ensuite toutes ses armes. Il est surpris de voir un collier de servitude autour de son cou et réalise qu'elle est forcée de faire le travail sale pour quelqu'un d'autre. Il utilise sa magie annulateur pour éliminer le collier tandis que la fille est toujours inconsciente, rêvant des choses étranges qui lui sont arrivées. Elle était en réalité la fille du même bus que Haru qui s'était retrouvée sous le train et quand elle a ouvert les yeux dans ce monde, elle était une fille bête nommée Latifa. Elle était esclave de l'imbécile pathétique Stuart qui l'avait torturée avec le collier. Quand Latifa se réveille, elle est effrayée de Rio, pensant qu'il va la tuer. Cependant, lorsqu'il lui montre le collier de servitude retiré et dit qu'elle ne doit plus obéir à personne, elle commence à pleurer des larmes de soulagement. Elle explique ensuite qu'elle a été obligée par le père de Stuart à tuer Rio, et il pense que l'histoire de la fille a du sens. Il lui demande si elle veut encore le tuer, et Latifa dit qu'elle ne veut pas. Rio la croit et la libère des liens, lui disant qu'elle est libre de partir où elle veut maintenant.
Il sait que les humains animaux et les demi-humains sont traités comme des esclaves dans ce royaume, donc il dit à la fille qu'en allant vers l'est, elle peut trouver plus de personnes comme elle et vivre normalement. Coïncidence, il va aussi vers l'est, donc Latifa commence à le suivre. Il essaie de la dissuader, disant qu'il ne lui fait pas encore confiance totalement, donc Latifa sort le collier de servitude et lui demande de le porter pour qu'il puisse lui faire confiance. Rio est surpris et demande à la fille si elle est stupide, et elle pleure qu'elle ne veut pas être seule. Rio cède et accepte de la prendre comme son compagnon, et ils commencent à voyager ensemble. La nuit, Rio installe son campement dans les montagnes et décide de cuisiner des spaghettis, et à sa surprise, Latifa les identifie et dit qu'elle les a mangés auparavant. Rio est curieux maintenant parce que c'est peu probable pour une esclave de manger des pâtes, et Latifa les appelle spaghettis au lieu de pâtes, qui est le terme utilisé dans ce monde. Plus tard ce soir-là, ses soupçons sont confirmés lorsque Latifa commence à pleurer dans son sommeil, disant qu'elle veut retourner à Tokyo. Rio réalise qu'elle est aussi venue dans ce monde comme lui et décide de s'en occuper. Le lendemain matin, Latifa est étonnée de trouver qu'elle s'est copiée sur Rio la nuit précédente, mais elle commence aussi à voir des similitudes entre lui et Haru. Ils voyagent ensemble à travers diverses terres pendant longtemps avant d'arriver dans une forêt avec un grand arbre au milieu. Cependant, seul Rio peut voir l'arbre et Latifa ne peut pas. Il se demande si l'arbre est caché avec un certain type de magie et décide de s'en enquérir. En entrant dans la forêt, Latifa détecte des odeurs inconnues, donc Rio décide de camper tôt ce soir. Plus tard, en essayant de consoler Latifa, le feu de camp s'éteint soudainement, et lorsque Rio sort pour vérifier ce qui se passe, il découvre un grand loup qui le fixe. Le loup brille violemment et ensuite Rio est aveuglé temporairement par la lumière. Il ne sait même pas ce qui se passe car il est entouré de 4 filles demi-humaines qui pensent qu'il est venu ici pour les nuire. Rio essaie de parler avec elles, mais elles ne l'écoutent pas et commencent à l'attaquer au lieu de cela. Il utilise sa magie pour guérir sa vision et essaie d'expliquer qu'il n'a pas l'intention de nuire en se défendant contre les attaques. La chef du groupe est prête à lui parler, mais 2 des filles trouvent Latifa dans la tente. Elle pense qu'il a kidnappé Latifa et l'a endormie avec sa magie, et cela rend tout le monde furieux. La fille Wayne attaque furieusement Rio, lui laissant aucun espace pour expliquer qu'il est un bon garçon. Elles lui disent donc qu'il sera arrêté et interrogé jusqu'à ce que la fille se réveille. Rio se dit que s'il avait un sou pour chaque fois qu'on l'a accusé d'être un kidnappeur après avoir sauvé une fille, il en aurait 2, ce qui n'est pas énorme, c'est vrai. Mais c'est tout de même étrange que cela se soit produit 2 fois, n'est-ce pas? Alors qu'il continue de se défendre, il sent soudain son pied se prendre dans un sortilège magique lancé par l'une des jeunes filles, et il est ensuite assommé par une puissante décharge d'énergie magique. Dans ses rêves, Rio se retrouve à flotter dans une mer d'un bleu éclatant, et la femme éthérée est là, à ses côtés. Il lui demande qui elle est, mais elle ne se souvient absolument de rien la concernant. Cependant, elle sait qu'elle n'appartient qu'à Rio, et qu'ils seront bientôt réunis, c'est une certitude. Elle le serre dans ses bras, puis disparaît, et Rio voit alors l'image de son amour de sa vie antérieure. Il commence à l'appeler par son nom dans son sommeil, tandis qu'il est attaché à un lit, sous le regard attentif de 2 jeunes filles demi-humaines. Dès qu'il se réveille, Latifa fait irruption par la porte et lui saute dessus. Elle le serre fort dans ses bras, pleurant qu'elle a eu très peur de ne pas le trouver à son réveil. Elle s'inquiète soudain en le voyant enchaîné, c'est une situation assez alarmante. Et à ce moment précis, les jeunes filles de la veille entrent dans la pièce avec une aînée. La vieille dame comprend la situation d'un seul coup d'œil et s'excuse auprès de Rio pour la façon dont les filles l'ont traitée. Les jeunes filles tombent également à genoux pour implorer son pardon et Rio leur dit que tout va bien puisque le malentendu est désormais résolu. La vieille dame lui dit ensuite que demain tous les anciens se réuniront pour lui présenter des excuses formelles et qu'il devra rester dans cette pièce pour la nuit. Elle ordonne aux jeunes filles de le libérer de ses chaînes, puis lui demande de bien se reposer avant de partir pour préparer d'autres affaires importantes. Le lendemain, la vieille dame l'emmène rencontrer les 2 autres anciens. Ils montent les escaliers autour d'un arbre gigantesque qui reste pourtant bien pâle en comparaison de l'immense arbre que l'on aperçoit au loin. Rio interroge la femme à ce sujet et elle lui révèle que c'est l'arbre-monde. Elle explique à Rio qu'une magie d'illusion de haut niveau est jetée sur cet arbre, de sorte que personne ne peut le voir sans une connaissance suffisante des arts spirituels, et il réalise alors que la méthode unique de magie qu'il utilise est en fait appelée les arts spirituels. Sur ce, ils atteignent la salle du conseil, où ils rencontrent un vieil elfe et un nain. Les 3 anciens inclinent la tête pour des excuses formelles, et Rio leur dit que ce n'était qu'un simple malentendu. Les anciens veulent le remercier pour leurs erreurs, et aussi pour avoir libéré Latifa. Mais ils ne savent pas ce qu'un humain pourrait bien désirer. Rio souhaite simplement qu'ils prennent Latifa sous leur protection, mais comme elle s'est attachée à lui, il a demandé à rester au village pendant un certain temps. Les anciens sont plus qu'heureux de l'accueillir, et lui demandent s'il a besoin de quoi que ce soit d'autre, vraiment. Rio leur demande de lui enseigner les arts spirituels ainsi que quelques connaissances générales sur les demi-humains et ils acceptent avec plaisir. Juste à ce moment-là, un esprit aux cheveux verts apparaît dans la pièce et les anciens s'inclinent rapidement devant elle avec respect. Ils informent Rio que cette dame verte est Dryas, l'esprit de l'arbre-monde, vénérée comme une déesse par tous les habitants de leur village. Dryas est très curieuse à propos de Rio car elle peut sentir la présence d'un esprit à l'intérieur de lui, ce qui est plutôt rare. Elle lui demande s'il a conclu un contrat avec un esprit et Rio répond qu'il ne se souvient de rien de tel. Dryas décide de l'examiner de plus près et lui prend le visage pour sonder son âme avec une certaine intensité.
Elle est stupéfaite en l'informant qu'un esprit de forme humaine est présent en lui. Tout le monde est choqué et Rio demande si c'est si important. Dryas explique que seuls les esprits de la plus haute et de la deuxième plus haute classe peuvent prendre forme humaine. Elle-même est un esprit de deuxième classe supérieure, mais elle est traitée comme une divinité, et elle pense que les esprits dormants à l'intérieur de Rio pourraient être l'un des 6 esprits ultimes qui ont disparu après la guerre contre les démons il y a de nombreux siècles. Rio demande si c'est un problème, et Dryas explique que la seule chose qu'il perd après avoir conclu un contrat avec un esprit de ce niveau est sa capacité à utiliser la magie, et que tout le reste demeure absolument identique, sans aucun changement. Cependant, cela change tout pour les villageois qui vénèrent beaucoup les esprits. Les 3 anciens disent à Rio qu'ils le considéreront désormais comme un saint et lui accorderont un traitement tout à fait spécial. Rio accepte et se rend dans sa nouvelle demeure somptueuse où Latifa l'attend avec impatience. Les filles qui l'ont attaqué sont là aussi et elles lui disent qu'elles vont expier leurs péchés en vivant avec lui et en le servant de tout leur cœur. Rio n'est pas à l'aise avec cette idée, puis la vieille dame arrive et explique qu'elle souhaite que les filles en apprennent davantage sur les humains. Il devrait donc les laisser rester chez lui. De plus, elle lui dit que Latifa devrait avoir d'autres personnes à admirer et Rio décide de laisser les filles rester avec lui. Au même moment, non loin de la forêt, l'homme mystérieux a envoyé le Minotaure après que Rio soit entré dans la caverne d'un redoutable Wyvern avec une nouvelle recrue dans son armée. Il vole l'œuf du Wyvern, disant à la nouvelle recrue qu'ils l'utiliseront pour renforcer leur armée, mais son véritable motif est tout autre, bien plus sombre. Pendant ce temps, Rio et Latifa se rendent auprès de Dryas afin qu'elle puisse les bénir d'un baiser et les accueillir officiellement comme membres du village. Une fois cela fait, la fête commence, les filles s'accrochent à Rio, tentent de l'enivrer et de se glisser dans ses draps, mais il les traite avec une grande prudence. Les filles partent chercher d'autres boissons et c'est alors que la vieille dame arrive discrètement. Il parle de la façon dont Latifa fait désormais partie du village et Rio dit qu'il sera difficile de lui annoncer qu'il quittera le village demain. La vieille dame lui donne sa bénédiction et il emmène Latifa se promener pendant que le village profite pleinement du festival. Il lui demande si elle aime vivre ici et Latifa affirme que oui. Après cela, Rio lui dit qu'il va bientôt quitter le village et Latifa répond qu'elle l'accompagnera. Rio lui dit qu'il ne peut pas l'emmener avec lui car le chemin à venir est extrêmement dangereux et totalement inconnu. Latifa s'enfuit en pleurant et Rio est laissé seul. Au même moment, Dryas sent des Wyverns pénétrer la barrière placée autour de l'arbre. Elle envoie immédiatement une équipe pour chercher la cause de la perturbation avec les filles qui trouvent de la recrue avec l'œuf de Wyvern tandis que l'homme mystérieux est à l'intérieur de la caverne des Wyverns, volant tous leurs œufs pendant qu'ils partent à la recherche d'un seul. Les filles confrontent l'homme, lui demandant qui il est et ce qu'il fait sur leur territoire. Elles sont également curieuses à propos de l'énorme œuf, mais au lieu de répondre à leurs questions, il prend le griffon et s'envole dans la direction que son maître lui avait indiquée, c'est-à-dire la direction du village. Les filles l'attaquent, mais elles ne parviennent pas à le faire tomber. Au lieu de cela, la meute de Wyverns arrive et se joint au conflit. Les filles décident de se disperser pour empêcher les Wyverns de nuire au village, mais alors le cerveau utilise un artefact magique pour se débarrasser de la recrue, son rôle étant terminé. Il tombe de la grue et s'écrase au sol près de Latifa qui va voir ce qui se passe. Elle est horrifiée de voir un corps sans vie et un œuf fissuré avec un bébé Wyvern gisant là dans un état critique. C'est une scène vraiment terrible. Avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui se passe, le Wyvern noir arrive et Latifa hurle de terreur. Au même moment, Rio atteint le village où il trouve tout le monde paniqué et se précipitant vers leur abri. Il n'y trouve pas Latifa et demande à l'ancien nain ce qui se passe. Il lui parle de l'attaque des Wyverns et puis soudain Rio entend le cri de Latifa. Il se précipite vers elle, tandis que l'une des jeunes filles demi-humaines fait de son mieux pour protéger Latifa. Elle invoque un esprit de loup et un esprit de lion pour charger le Wyvern avec des explosions de glace et de feu. Pensant qu'il est suffisamment affaibli, elle l'attaque avec son marteau mais est déviée par les ailes du Wyvern. Elle dit à Latifa qu'elles ne peuvent pas laisser le vent atteindre le village, alors elle commence à le distraire avec beaucoup de courage. Cependant, le chemin de Latifa est bloqué par un arbre qui tombe et elle se retrouve incapable d'esquiver le souffle de feu du Wyvern. Heureusement, Rio arrive à temps et attaque le Wyvern pour la protéger avec une rapidité impressionnante. Il la met en sécurité puis charge le Wyvern noir. Il parvient à le frapper à main nue et le Wyvern décide de lui cracher du feu. Rio annule le premier jet avec de la magie du vent, mais le Wyvern prépare à nouveau son souffle de feu, avec une détermination féroce. Cette fois, Rio projette une boule de feu dans sa gueule, puis frappe violemment sa tête pour la maintenir fermée tandis que la boule de feu explose à l'intérieur. Avec cette attaque combinée, il tue le Wyvern qui n'était venu ici que pour récupérer son petit. C'est une fin tragique. Mais bien sûr, personne ne s'en soucie vraiment. Le reste des Wyverns se retire en voyant leur chef tué et la paix revient au village. Les éclaireurs et guerriers restants rejoignent Rio également et ils retournent tous ensemble au village, soulagés. Le lendemain, Latifa accepte le fait que Rio va la laisser derrière lui. Elle lui dit qu'elle a toujours su qu'il partirait, mais qu'elle avait peur qu'il ne revienne jamais. Elle pleure et serre Rio dans ses bras alors qu'il lui promet de revenir la voir. C'est une promesse sincère. Il lui dit qu'il se rend dans la patrie de ses parents dont il ne sait rien et en retour, Latifa décide de lui confier son secret.
Elle lui parle de sa réincarnation dans ce monde, pensant qu'il ne la croira pas, mais Ryo lui révèle qu'il est comme elle. C'est une grande surprise. Elle est choquée d'entendre cela, et Ryo dit qu'il ne lui a pas dit la vérité plus tôt parce qu'il ne voulait pas revivre le passé. Latifa promet alors de devenir forte pendant qu'elle l'attend ici. Bientôt, il est temps pour Ryo de faire ses adieux avec émotion. L'ancien nain lui offre une épée spéciale et une cape faite de la peau du wyvern qu'il a vaincu. Les elfes lui donnent diverses potions et médicaments, tandis que les hommes bêtes lui offrent de la nourriture et des boissons. Ryo dit que c'est trop pour lui à transporter et alors l'ancien elfe lui donne un bracelet spécial qui agit comme un dispositif de stockage magique. Ryo remercie tout le monde et promet qu'il accourra s'ils ont un jour besoin de son aide avant de foncer vers son objectif. Après avoir voyagé pendant plus de 2 semaines, Ryo arrive enfin dans un village nommé Yagumo, d'où venaient son père et sa mère. C'est un long voyage. Il passe devant les rizières et voit que tout le monde a les cheveux noirs comme lui. Il aperçoit 2 jeunes filles et leur demande s'il peut rencontrer le chef de ce village. L'une des filles, nommée Ruri, lui dit que sa grand-mère est la chef du village et l'emmène avec elle, tandis que son ami Seo est aussi mouillé que les rizières sur lesquelles elle travaillait en voyant Ryo. Bientôt, Ryo arrive à la maison de la vieille dame qui l'accueille et lui demande ensuite la raison de sa visite. Ryo lui dit que ses parents vivaient dans cette région il y a de nombreuses années et qu'il essaie de savoir s'il a de la famille ici, dans ce lieu. Dès que la vieille dame entend les noms de ses parents, elle dit immédiatement à ses petites filles de retourner au champ car elle ne veut pas qu'elles entendent leur conversation. Ruri se plaint que les choses devenaient intéressantes en sortant avec son ami et après cela, la vieille femme demande à Ryo de lui en dire plus sur ses parents. Il lui raconte que son père est mort alors qu'il n'était qu'un nourrisson et que sa mère l'a élevé jusqu'à ce qu'elle soit tuée par un agresseur. Ryo dit qu'il avait promis de retourner au village avec sa mère et la seule chose qu'il puisse faire maintenant est de leur offrir des funérailles dignes dans leur patrie. Après avoir entendu cela, la vieille dame annonce une nouvelle choquante à Ryo. Elle dit qu'elle est la mère de son père et donc sa grand-mère. Quant aux funérailles, elle affirme qu'elles ont eu lieu il y a longtemps et que les 2 parents de Ryo ont leur tombe ici, dans ce village. Elle l'emmène aux tombes sur une colline et après avoir rendu leur respect, elle explique que les parents de Ryo ont dû quitter le village pour une raison secrète et qu'ils ont fait des tombes pour eux car ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils reviennent. Elle ne peut pas dire la raison à Ryo pour l'instant, mais dit que s'il reste au village, elle pourrait trouver le bon moment pour tout lui raconter. Ryo est déconcerté, mais en pensant que la vieille dame est sa grand-mère, il décide de rester avec elle. Le lendemain, il se lève tôt et aide sa grand-mère et sa cousine Ruri à préparer le petit déjeuner. Ils ont besoin de plus d'eau pour le ragoût car ils vont avoir des invités, et Ruri dit qu'il peut prendre de l'eau du récipient qu'ils remplissent en utilisant les arts spirituels. Ryo est surpris d'apprendre que le paradoxe qu'ils peuvent aussi utiliser les arts spirituels et il montre son talent en faisant apparaître de l'eau chaude. Plus tard, Seo et son frère aîné Shin les rejoignent pour le petit déjeuner. Bien que Shin soit initialement un peu méfiant envers Ryo, il est immédiatement conquis en mangeant la délicieuse nourriture qu'il a préparée. Après cela, la vieille dame dit à Shin d'emmener Ryo chez le chasseur du village afin qu'il puisse aider. Shin demande si un gars qui sait cuisiner sera d'une quelconque utilité sur le terrain, mais la vieille femme lui dit que Ryo pourrait être incroyablement fort comparé à lui. Shin le mène à la chasse, où Ryo montre sa prouesse avec l'arc et la flèche, ce qui rend Shin jaloux, et il commence à agir froidement envers lui. Après la chasse, Ryo se trouve assez sale, alors il construit un bain public pour lui-même, mais permet à tout le monde de l'utiliser. Alors que cela rend Ruri et Seo heureuses, Shin est encore plus en colère. Ryo continue de contribuer au village et après quelques mois, une fois la récolte effectuée, sa grand-mère lui demande s'il voudrait servir de garde lorsqu'ils emmèneront leur récolte en ville pour les vendre et il accepte le travail. Juste à ce moment-là, il entend et voit des villageois courir vers une bagarre entre 3 hommes d'un autre village et Shin. Le chef du groupe est le fils du chef du village voisin et il a l'air d'un harceleur certifié par la façon dont il reluque Ruri et Seo, c'est vraiment dégoûtant. Shin lui dit de reculer, mais l'abruti continue de le narguer en disant que sa sœur semble mûre pour la récolte. Shin se bat seulement pour être arrêté et étranglé par l'abruti. Avant qu'il ne puisse même dire « plus fort papa », la grand-mère de Ryo arrive et leur dit d'arrêter. Elle interrompt la bagarre et lui dit de rester dans l'une des maisons d'hôtes à la lisière du village pendant que sa calèche cassée est réparée. Cependant, il n'est pas autorisé à quitter la maison d'hôtes sans permission. L'homme accepte et s'en va, mais la vieille dame dit à tout le monde de rester sur leur garde car ils ne peuvent pas lui faire entièrement confiance. Shin lui demande de laisser Seo rester avec eux ce soir car il s'inquiète pour sa sécurité. Pendant ce temps, le type passe devant Ryo et essaie de lui donner un coup de pied sans autre raison que d'être un crétin. Au lieu de faire quoi que ce soit à Ryo, il se blesse la jambe et tombe. Plus tard, l'inspecteur des impôts vient au village pour vérifier les récoltes et Ryo lui fait visiter. La nuit, les 3 gars entrent dans la chambre de Ruri et Seo pour les harceler, mais Ryo avait placé une pierre magique pour détecter les intrus, alors il arrive rapidement pour les arrêter. Alors qu'il voit le chef menacé de frapper Ruri, les scènes de la mort de sa mère surgissent dans son esprit et il est consumé par une rage folle. Il tabasse les 2 acolytes avant que le chef ne l'attaque, il le jette facilement à travers le mur et le frappe à mort avant d'être arrêté par l'inspecteur des impôts.
Il soigne l'homme battu pour qu'il ne meure pas et envoie des poils envoyant un message à la ville pour appeler des soldats afin de l'arrêter. Ruri et Seo remercient Ryo pour ce qu'il a fait, mais il est troublé par ses actions et par cette rage qu'il ignorait encore présente en lui. Le lendemain, les 3 hommes sont détenus dans une cellule, tandis que l'inspecteur des impôts se prépare à les envoyer en prison dans la capitale. La grand-mère de Ryo le remercie et lui demande de remettre une lettre à son père. Bientôt, Ryo et les autres quittent le village pour livrer leurs produits à la capitale. Ils voyagent avec l'inspecteur des impôts sur une certaine distance, puis se séparent pour atteindre la capitale du royaume. La capitale semble tout droit sortie d'un drame historique japonais, et tandis que les autres séjournent dans une auberge, un chasseur du village emmène Ryo et Shin explorer la ville. Ils mangent des ramen, puis Shin remercie Ryo d'avoir sauvé sa sœur. Il dit qu'il aimerait que sa sœur mange aussi ces délicieux ramen, mais qu'ils se sont un peu disputés dernièrement, alors ils ne se parlent pas encore, c'est un peu tendu. Alors Ryo se charge de la tâche et emmène Seo faire du shopping. Il lui achète une jolie épingle à cheveux et une commerçante dit à Seo de faire vite avec Ryo, car elle sent qu'elle va avoir beaucoup de concurrence. Alors qu'ils traversent le marché, ils aperçoivent un voyou essayant de kidnapper une fille en plein jour, tandis que ses amis retiennent son garde. Ryo intervient pour sauver la situation, assommant le voyou et rattrapant la jeune fille d'un seul mouvement rapide. La samouraï le remercie d'avoir sauvé sa maîtresse et Ryo lui remet simplement la jeune fille. Il aperçoit des gardes arriver mais il ne veut pas d'ennui, alors il prend la main de Seo et s'enfuit avant l'arrivée des gardes. Plus tard, ils atteignent leur quartier où tout le monde les regarde d'un air interrogateur en voyant la toute nouvelle épingle à cheveux dans les cheveux de Seo. Ryo ne veut pas non plus s'impliquer ici, alors il va ranger ses affaires quand soudain l'inspecteur des impôts arrive avec son père. Ryo les accompagne pour parler en privé et le vieil homme, Guki, ainsi que sa femme, lui révèlent qu'ils étaient autrefois les serviteurs de sa mère qui appartenaient en réalité à la famille royale de ce pays. C'est beaucoup trop pour Ryo à assimiler et il se demande si l'homme lui dit la vérité. Goki poursuit son récit, parlant ensuite à Ryo de son père. Son père n'était qu'un simple soldat qui avait fait preuve d'une grande habileté lors d'une guerre il y a 20 ans, et pour le récompenser, le roi l'avait anobli, c'était un grand honneur. Il fut chargé de garder la mère de Ryo, la princesse, et bientôt ils tombèrent amoureux. Au même moment, la guerre avec le pays voisin prit fin et le prince venu négocier la paix tomba immédiatement sous le charme de la mère de Ryo. C'est une situation délicate. Pour l'obtenir, il envoya ses hommes au beau milieu de la nuit pour l'enlever. Bien que ses plans aient été déjoués par le père de Ryo, le prince était furieux car l'un de ses assistants était mort. Il déclara qu'une trêve ne serait établie que s'il épousait la princesse et que son garde du corps était tué. Tout le monde était furieux de cela, et pour sauver sa fille d'un sort si horrible, le roi arrangea son évasion secrète de la ville avec son amant. Depuis lors, il n'avait eu aucun contact avec eux, mais lorsque le vieil homme reçut la lettre de la grand-mère de Ryo, il réalisa que Ryo était leur prince. Le vieil homme s'émeut en demandant à Ryo de venir au palais demain afin qu'il puisse rencontrer le roi et la reine, et Ryo accepte avec plaisir. Le lendemain, il rend visite au roi et à la reine, qui sont vraiment très heureux de revoir leur petit-fils. Il lui demande de leur en dire plus sur ses parents et Ryo leur dit qu'ils sont déjà morts. Le vieux couple le savait déjà, et ils demandent à Ryo comment ils ont vécu et comment ils sont morts. Ryo leur dit qu'il n'a même pas pu apprendre comment son père est mort, mais que sa mère a été tuée juste devant lui. Le vieux couple est horrifié et demande qui a fait cela. Ryo leur dit que c'était un homme appelé Lucius, qui était le partenaire de son père de son groupe d'aventuriers. Il les avait également aidés de nombreuses façons après son décès. Alors la mère de Ryo lui faisait confiance. Un jour, alors qu'elle était partie faire des courses, Lucius est venu voir Ryo qui jouait seul dans la maison. Il l'a frappé puis lui a donné du poison juste au moment où sa mère arrivait. Elle a essayé de sauver Ryo, mais Lucius l'a maîtrisé et l'a tué. C'est la dernière chose que Ryo a vue avant de perdre connaissance. Et quand il s'est réveillé, il avait été abandonné dans les bidonvilles. Il raconte au roi et à la reine sa vie dans les bidonvilles, puis brièvement sa vie à l'école. Ils sont émus en entendant tout cela et demandent ensuite à Ryo s'il les déteste. Ryo dit que sa mère ne les a jamais haïs et qu'elle leur serait plutôt reconnaissante de lui avoir permis d'épouser l'homme qu'elle aimait. Il dit que s'il a de la haine envers quelqu'un, c'est contre Lucius et il jure de le tuer de ses propres mains un jour. Le roi se révèle être un admirateur de Gandhi et déclare que la vengeance n'est pas la solution, car elle le mènera sur le chemin du côté obscur. Malgré cela, Ryo est déterminé à se venger pour sa mère, et le roi lui dit de se battre contre le vieil homme Guki, qui est le guerrier le plus fort du royaume. Il pense que Lucius doit être un homme redoutable en lui-même, car il soupçonne qu'il était celui qui a tué le père de Ryo. C'est pourquoi le roi veut que Ryo teste ses compétences contre la personne la plus compétente qu'il peut trouver pour savoir où il se situe. Ryo accepte le défi et sort pour s'entraîner avec Guki, où il rencontre la fille qu'il avait sauvée plus tôt, Gualatoin, qui s'avère être la fille cadette de Guki. En tout cas, l'entraînement commence et Ryo charge droit sur Guki, qui esquive ses attaques par une marge minime. Il lui dit qu'il est assez habile et qu'il n'a pas encore atteint son plein potentiel. Ryo lui remercie et commence ensuite à le repousser avec ses attaques sans pitié. Guki décide de montrer à Ryo sa véritable puissance et rassemble des magies autour de son épée pour un attaque spéciale. Il envoie une lame de vent vers Ryo qui bloque son attaque avec sa magie d'esprit, surpris par l'ancien homme.
Pendant qu'il est distrait, Ryo l'atteint et pointe son épée à son cou, gagnant le duel simulé par décision du juge. Tous sont impressionnés et le roi dit à Ryo qu'il pensait à lui faire entraîner sous Guki, mais cela ne semble pas nécessaire. Il demande ensuite à Ryo s'il a besoin de quelque chose de ses grands-parents, et Ryo dit qu'il voudrait parler à sa cousine Ruri de sa lignée sanglante, et il lui accorde la permission. Le lendemain, le groupe retourne au village, et Ryo va directement au tombeau de ses parents pour leur dire qu'il va chercher vengeance pour eux bientôt. La nuit, Ryo et sa grand-mère disent à Rory qu'elle est sa cousine, ainsi que le prince du pays. Rory leur dit que Avril est encore trop loin pour qu'ils puissent la blaguer, mais quand la vieille dame révèle les détails, elle comprend que c'est la vérité. Elle se courbe devant Ryo puisqu'il est le prince, mais il lui dit de cesser d'être si formel avec lui. Il leur dit ensuite qu'il va quitter le village dans quelques mois car il a une mission importante à remplir. Il continue à vivre parmi les villageois pendant ce temps et lorsqu'il plante du riz un jour, il révèle ses plans à Seo. Elle est sur le point de pleurer mais parvient malgré tout à cacher ses émotions à Ryo, mais elle s'effondre dès qu'elle rentre chez elle. Quand Shin arrive et la trouve en larmes, il est furieux, pensant que Ryo l'a entendu. Cependant, lorsque Seo lui dit que Shin va quitter le village, il court immédiatement pour lui parler. Il hurle devant lui, implorant qu'il ne parte pas pour le bien de sa sœur. Seo vient le chercher pour le tirer loin, et la vieille femme ne pose aucune question sur ce qui vient de se passer. Le temps passe, et Seo commence à s'entraîner en arts spirituels et en conditions physiques. Bientôt, c'est l'heure de la fête des récoltes, et tout le monde s'amuse. Alors que Ryo parle avec la femme de Cookie, Seo vient vers lui et lui demande s'ils peuvent parler en privé. Ils vont quelque part calme où elle avoue son amour pour Ryo, mais il lui dit qu'il ne peut pas lui rendre ses sentiments. Seo lui dit de la prendre avec lui sur son voyage parce qu'elle s'est entraînée pour être utile à lui. Elle commence à pleurer en lui demandant de la laisser rester près de lui, mais Ryo s'excuse parce qu'il ne pense pas pouvoir aimer quelqu'un quand il a encore son crush de la vie précédente dans son cœur. Le lendemain matin, Ryo décide de partir sur son voyage avant le lever du soleil et trouve Seo attendre pour lui dire au revoir à la porte du village. Il voyage alors à nouveau dans la forêt des demi-humains où Latifa est vraiment excitée de le revoir. Il rend visite aux anciens et leur dit qu'il va partir en voyage à nouveau bientôt. Après cela, il retourne chez lui où les filles de Pluto commencent à se battre pour son attention, mais Ryo les garde à distance sûre. Cependant, quand il se réveille le lendemain matin, il trouve une fille nue endormie à côté de lui. Il pense qu'il fait un rêve, mais quand il sent le mouvement le long de son bras, il réalise que ce n'est pas un rêve. Il se lève et la fille soudainement se raccroche à lui, le faisant paniquer. Les filles entrent précipitamment dans sa chambre en entendant son cri et elles sont stupéfaites de le voir avec la fille aux cheveux roses. Elles paniquent et Ryo essaie d'expliquer qu'il ne sait même pas ce qui se passe. Latifa demande qui est la fille qu'il a amenée au lit avant eux et Ryo réveille celle-ci et lui demande qui elle est. La fille lui dit qu'elle est l'esprit avec lequel il a conclu un contrat. Et peu après, tout devient clair pour Ryo. Un moment plus tard, l'esprit se vêt et appelle Ryo par le nom de Haru, qui était son nom avant sa réincarnation. Elle lui informe qu'elle ne sait même pas son propre nom ou aucune autre information sur son passé. Ryo la rappelle comme la fille éthérée qui lui avait enseigné comment utiliser la magie d'esprit quand il était jeune, mais elle ne se souvient pas non plus de cela. Elle lui demande de lui donner un nom parce qu'elle existe uniquement pour lui. Mais les autres filles sont curieuses quant à pourquoi elle l'appelle Haru. Il dit qu'il expliquera plus tard et l'esprit décide alors de communiquer télépathiquement avec lui. Ryo est surpris, puis l'esprit lui demande s'il veut qu'elle l'appelle Ryo devant tout le monde. Il lui dit que tout nom est d'accord et décide de l'appeler Aisha. Les autres filles conseillent à Ryo de rencontrer Drias car elle-même est une esprit formée par une personne donc elle pourrait savoir plus sur elle. Il rencontre les anciens et Drias qui sont surpris de savoir que Aisha ne se souvient pas de son passé. Drias lui demande quelle magie élémentaire elle maîtrise le mieux, et étonnamment, elle répond qu'elle a maîtrisé toutes. Drias trouve difficile à croire et organise un duel entre Aisha et Ryo pour voir à quel point Aisha est forte, car elle n'a jamais entendu parler d'un esprit qui a maîtrisé tous les éléments. La séance de duel commence, et Ryo est surpris de voir que Aisha connaît chacun de ses mouvements. Elle peut rivaliser avec sa vitesse et sa force, et prévoir efficacement ce qu'il va faire ensuite. Lorsqu'il ne réussit pas à toucher en combat rapproché, il utilise des arts de lance pour l'attaquer depuis l'air. Mais Aisha prédit cela et l'arrête. Elle attaque ensuite avec de la magie glaciaire, mais elle disparaît puis apparaît derrière lui, lançant la même magie glaciaire contre lui. Ryo la bloque avec une boule de feu et elle copie cela aussi. Après cela, Ryo utilise des arts de magie vent puissants pour créer une tempête et Aisha imite simplement ses actions comme d'habitude. Cependant, Drias les arrête de se battre avec autant de puissance, sinon ils auraient emporté le village. Elle admet que Aisha est effectivement maîtresse de chaque élément et la puissance qu'elle a montrée maintenant doit être seulement une fraction de sa véritable force. Elle décide de lui enseigner tout ce qu'il faut savoir sur les esprits et les anciens du village l'accueillent également dans leur village. Elle prend sous son aile Aisha et lui enseigne tout ce qu'il faut savoir sur les esprits pendant plusieurs mois, puis le vieil elfe crée une maison portable pour Ryo selon sa demande.
Rio est ravi et révèle qu'il attendait cette maison pour pouvoir partir à nouveau sur son voyage. Latifa est triste d'entendre cela, mais elle cache ses sentiments à Rio. Le lendemain, tout le monde se réunit pour dire au revoir et les anciens donnent à nouveau leur cadeau à Rio. Ils lui donnent une cristalline magique qui peut le téléporter au village depuis n'importe quel endroit et un pendentif magique qui peut changer la couleur de ses cheveux à volonté afin qu'il se mêle aux autres. Il remercie et part pour la ville où tout a commencé afin de rencontrer Celia à nouveau, qui est toujours en attente de sa lettre même si elle s'est fiancée au type charmeur Charles qui a torturé Rio dans le passé. En même temps, Rio arrive à la capitale et trouve qu'elle est plus peuplée et animée que d'habitude. Il demande à un marchand de savoir l'occasion, et elle lui dit seulement qu'un mariage entre familles nobles va avoir lieu demain. Ce soir-là, Rio décide d'aller à l'académie pour visiter la chambre de recherche de Celia, que Aïcha déverrouille pour lui. Il est surpris de trouver qu'elle est complètement vide et craint que Celia soit quittée l'académie. Il utilise l'aide d'Aïcha pour hypnotiser un autre chercheur pour lui faire dire l'emplacement de Celia, et à Rio's horreur, il lui dit que Celia est au château de Charles et va se marier avec lui demain. Rio est choqué par cette nouvelle et il demande au chercheur plus pour apprendre que c'est un mariage politique que la famille de Celia ne voulait pas vraiment, mais qu'il n'a pas d'autre choix étant donné la situation politique instable du pays actuellement. Rio quitte rapidement l'académie et court vers le château, mais il envoie d'abord Aïcha pour enquêter sur l'emplacement de Celia, car la sécurité du palais est très serrée. Aïcha parvient à localiser Celia. Avec l'aide d'Aïcha, il est capable de trouver Celia et il court immédiatement vers sa chambre. Celia était juste en train de penser à la promesse de Rio de venir la voir à nouveau, qu'il n'a jamais tenue. Elle était juste sur le point de brûler sa lettre quand soudainement la porte s'ouvre et Rio arrive là. Elle ne la reconnaît pas d'abord à cause du changement de couleur des cheveux, mais lorsque Rio revient à la normale, elle court pour l'enlacer. Elle est ravie de le voir et lui pose toutes sortes de questions, mais Rio l'interrompt au milieu et aborde le sujet de son mariage. Les mains de Celia commencent à trembler en l'entendant et elle paraît extrêmement triste. Rio lui demande si elle a vraiment accepté de se marier avec Charles et elle lui dit qu'elle l'a accepté parce que c'était sa devoir envers sa famille. Rio essaie d'en savoir plus sur ses sentiments à ce sujet parce qu'elle ne devrait pas se marier avec quelqu'un qu'elle ne sera pas heureuse avec. Celia lui lance la question s'il veut alors se marier avec elle et Rio reste muet. Celia passe cela comme une blague et lui dit qu'elle est contente qu'il soit venu, mais c'est temps qu'il parte. Elle le pousse hors de la porte et commence à pleurer, mais Rio n'est pas satisfait. Il décide d'enquêter sur la raison pour laquelle Celia se marie avec Charles et Aïcha dit qu'elle l'aidera avec cela. Le lendemain, il attend dans la foule, attendant que la procession du mariage passe devant eux. Juste quand le carrosse passe devant eux, Rio envoie Aïcha communiquer télépathiquement avec Celia, qui est bouleversée en voyant Rio dans la foule. Elle ne voulait pas la voir comme ça, mais quand elle demande à Asia pourquoi Rio est venu ici, elle ne reçoit aucune réponse. Elle pense que c'était juste son imagination et quand le carrosse s'arrête, elle décide de contrôler ses émotions et de devenir une marionnette qui simple exécute son rôle. Cependant, juste avant qu'elle ne prenne la main de Charles, les gardes commencent à hurler à Rio de s'arrêter alors qu'il court droit vers Celia. Rio charge à travers les gardes et les envoie voler. Les sorciers attaquent, mais ils les évitent et sautent droit dessus. Les gardes élites utilisent donc des enchantements magiques pour combattre et Charles ordonne à ses gardes élites de tuer l'intrus. Ils se vantent de comment ces gardes élites ne perdront pas face à personne, mais Rio les élimine rapidement et les frappe ensuite dans le ventre. Celia est surprise, mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, Rio la prend en otage. Tout le monde panique et même Celia ne comprend pas ce qui se passe. Cependant, il lui dit que tout est une mise en scène et qu'il est venu ici pour connaître ses vrais sentiments. Il sait que Charles menace pratiquement sa famille pour ce mariage et Celia ne peut pas nier cela. Après avoir essayé de cacher des choses à Rio, elle lui transmet télépathiquement qu'elle n'est pas heureuse avec ce mariage. Rio dit qu'il prendra ses ordres si elle lui donne la permission de l'emmener loin de ce mariage où personne ne la trouvera jamais. Il assure qu'aucun mal ne viendra à sa famille ou à son père et Celia demande qu'il l'emmène loin. Donc Rio le fait, mais pas avant de maudire Charles et de dire qu'il va honteusement humilier devant tout le monde en volant sa femme. Il s'enfuit avec Celia, sautant par-dessus les gardes et bloquant l'attaque des sorciers. Très vite, une unité de soldats élites montés sur Griffins le suivent. Alors il s'enfuit dans une ruelle où il remet Celia à Aïcha et lui dit de la sortir du royaume tandis qu'il joue le rôle de diversion. Il ressort et attire les chevaliers volants à l'attaque tout en envoyant les gardes qui pourchassent Aïcha et Celia tomber. Il commence à être submergé par le nombre de gardes quand soudainement le meilleur espadonnier du royaume, Alfred, entre. Il décide de se battre tête à tête avec Rio parce que d'autres soldats seraient inutiles contre lui. Il sort son épée magique et commence à attaquer Rio, qui immédiatement reconnaît sa force et décide de jouer sûr, essayant de constamment esquiver et bloquer ses attaques tout en le poussant en arrière avec des coups de poing et de pied, ne voulant pas le tuer. Alfred le prend pour du mépris et décide de libérer toute la puissance de son épée magique. Il utilise son attaque la plus puissante sur Rio qui détruit tout sur son passage, mais il n'y a plus aucun signe de Rio.
Alfred pense qu'il peut avoir survécu et ordonne à ses soldats de continuer à le chercher. Mais Rio utilise la confusion pour s'enfuir vers Aisha et Celia à l'extérieur de la capitale. Il remercie Aisha pour son aide et s'enlace avec Celia. Mais avant qu'il puisse avancer davantage, des rayons mystiques explosent du ciel et Aisha crie soudainement à Rio de les sauver. Rio ne sait pas de quoi elle parle, mais il court dans la direction pour trouver un groupe de voyous kidnappant des filles. Il tue tous les voyous de pure rage et les libère. Ils ont des appareils comme les téléphones portables du Japon moderne, ce qui le surprend, et ils parlent aussi japonais. Ils réalisent rapidement qu'ils ont été téléportés dans ce monde et demandent s'il y a quelqu'un d'autre à part eux. Il pointe vers une autre carriole, et quand Rio déchire le portail, il est complètement abasourdi de trouver Mie, sa poupée de porcelaine de l'enfance. Sortez de là! Voyant Mie devant lui, Rio est soudainement rappelé de la promesse qu'ils avaient faite de se marier quand ils seraient grands. Pour rendre cette promesse vraie, Rio travaille dur et entre dans l'école prestigieuse que Mie fréquentait. Il la trouve le premier jour de l'école elle-même, mais avant qu'il puisse lui parler, un beau playboy nommé Taka court vers elle. Il est assez amical avec elle, et voyant comment l'un des amis de Mei est traité comme un tiers, Rio réalise qu'il a oublié leur promesse. Il regarde les trois d'un cœur lourd en les regardant s'éloigner. En même temps, Metaka et le troisième roublard rencontrent deux frères qui sont assez proches d'eux. Ils sont sur le point de se rendre à un café pour célébrer le début de l'année scolaire quand soudainement, deux cercles magiques superposés apparaissent devant leurs pieds, les téléportant dans différents endroits du monde fantastique. Rio et ses filles observent les colonnes lumineuses à distance, tandis que Mai se trouve dans un endroit inconnu avec les frères, où ils sont kidnappés par des voyous. Rio arrive à leur emplacement selon la demande d'Aisha et trouve une brume verte qui envahit la zone. Il réalise qu'une magie spatiale a été utilisée ici, et soudainement, il trouve le téléphone portable de Mie, ce qui le laisse perplexe. Au même moment, les voyous mettent les frères dans une charrette qui sera expédiée sur l'île Epstein, et leur chef Lei, qui a un champ de vision de 360 degrés, emmène Mai avec lui pour qu'il puisse la passer parmi ses hommes comme une marchandise. Ils résistent, mais les voyous ne prêtent aucune attention à leurs suppliques. De plus, ils ne comprennent même pas leur langue et ne savent pas où ils seront emmenés. Heureusement, Rio voit la fumée s'élever de leur campement et arrive rapidement. Les sentinelles avertissent les autres de se préparer au combat et mettent des rideaux autour des cages pour protéger leurs produits. Rio demande au chef des voyous, qui était le propriétaire du téléphone portable, mais il répond qu'il ne savait rien à son sujet. Rio ne veut pas s'engager dans un affrontement avec eux quand il est pressé. Puis soudainement, il entend une fille crier pour de l'aide. Rio est pris au dépourvu car elle parlait anglais et non la langue de ce monde. Il dit au chef des voyous que la fille est celle qu'il cherche et lui demande de la lui donner. Le voyou lui dit de se mêler de ses affaires et ordonne à ses hommes de le chasser par la force. Raya réalise que les voyous ici savent la valeur de l'équipe de travail parce qu'ils semblent travailler ensemble, mais cela ne va pas l'arrêter. Il se prépare à se battre et esquive facilement la première attaque des voyous. Un homme les frappe avec des attaques magiques et alors que Rio les esquive, il trouve un deuxième homme attaquant avec une épée. Il l'esquive aussi et le repousse, mais plus de gens viennent l'attaquer. Rio décide de cesser de jouer et sort ses couteaux. Il court droit vers le chef, rapidement éliminant les voyous sur son chemin. Le magicien lui lance une boule de feu, mais Rio n'est pas blessé et il lance ses couteaux à lui. L'homme les bloque, mais c'était juste une diversion et Rio l'écrase avec quelques coups solides avant de sortir son couteau et de le planter dans le torse. Il se tourne ensuite vers le chef qui a littéralement pissé ses culottes et quand Rio lui ordonne de libérer les enfants, il immédiatement ordonne à ses hommes de le faire. Rio trouve les deux frères qui sont surpris de voir qu'il comprend leur langue. Il leur demande s'il y avait quelqu'un d'autre avec eux et ils immédiatement pointent vers la carriole où Mai est maintenue. Le chef fouille frénétiquement pour trouver la clé, mais Rio simple marche jusqu'à la porte et la brise avec l'aide de la force. Cependant, quand la porte s'ouvre et qu'il voit Mei là-bas, il est sidéré et se demande comment elle peut être ici. Bref, il s'éloigne de danger et je suppose que personne ne s'inquiète des autres enfants qui étaient dans les carrioles. Rio contacte Asia et lui dit de se regrouper avec lui aussi vite que possible. Après cela, Mai remercie Rio pour l'avoir sauvé et lui demande son nom. Rio se demande quoi lui dire et décide d'utiliser le nom de sa vie précédente, Haruto. Cela choque Mai, mais la fille aux cheveux bleus Zaki est encore plus surprise. Rio reconnaît le nom comme celui de sa petite sœur Rio, qu'il n'a pas eu l'occasion de rencontrer après le divorce de ses parents. Il est certain qu'elle est sa sœur, mais ne révèle pas encore son identité à elle. Après cela, le garçon brun s'introduit comme Masato, le frère de Aki. Rio est surpris par cela car il ne savait pas qu'il avait un autre frère, mais ensuite il réalise que sa mère sur Terre doit avoir refait sa vie. Bref, il leur dit qu'il fera bientôt sombre, donc il devrait trouver un endroit sûr à proximité. Une fois qu'ils trouvent un espace vide, Rio utilise ses bracelets magiques et sort la maison portable qu'il avait stockée à l'intérieur. Mie et les deux frères sont ébahis de voir cela et Rio leur dit qu'elle est plus confortable qu'elle ne le paraît. Juste alors, Asia et Celia arrivent en volant là, ajoutant à leur surprise.
Aïcha court immédiatement vers Rio et interroge sur les 3 personnes qu'il a trouvées. Il les présente à elle, avec Rio en tant qu'interprète. Cela prend trop de temps, donc Aïcha prend les choses en main et soudainement embrasse Celia et Mi sur le front, les rendant légèrement gais. À cause de cela, elles peuvent soudainement comprendre l'une l'autre. Aïcha explique que puisque Rio connaissait les 2 langues, elle a réussi à créer un pont temporaire entre les 2 filles pour qu'elles puissent comprendre l'une l'autre. Rio est étonné, mais ensuite Aïcha lui dit qu'elle est faim. Il quitte rapidement tout le monde à l'intérieur de la maison et dit aux filles de tenter la baignoire pendant qu'il prépare le dîner pour eux. Dans la baignoire, Celia raconte à Mai sur Rio et révèle que Aïcha est son esprit contracté. En même temps, Masato apprend de Rio que c'est comme un monde RPQ fantastique de leur point de vue, mais les enjeux sont réels ici, donc finir esclave ou mourir n'est pas hors de question. Bientôt, les filles retournent de la baignoire et Rio est surpris de voir Celia porter un jogging. Elle explique que Kaki lui a prêté parce qu'elle ne porterait pas sa robe de mariée après une longue journée. Rio réalise que tout le monde a besoin de nouvelles vêtements et dit qu'il devrait les acheter demain. Mi dit qu'elle n'a pas d'argent et Rio dit qu'elle peut le lui donner par d'autres moyens. Quoi qu'il en soit, ils vont dîner et là, Rio apprend qu'ils ont été invoqués dans ce monde. Il leur dit que réincarné en une autre personne, son expérience ne leur sera pas d'une grande aide et qu'il n'y a peut-être aucun moyen pour eux de rentrer chez eux. Soudain, Celia commence à faire le lien entre les récits. Elle dit qu'aujourd'hui, ils ont vu 6 piliers de lumière qui ont dû amener d'autres personnes ici. Elle ajoute qu'une prophétie annonce le retour des 6 dieux sages lors de la 1000e année du calendrier de l'ère sainte. Rio explique cela aux habitants de la Terre en termes de football, disant qu'une prophétie annonce que lors de la 1000e année du calendrier sacré, 6 guerriers dotés d'armes divines descendront sur ce monde et guideront l'humanité en tant que représentants des 6 dieux sages. Il pense que même si les récits concordent, il est difficile pour Mi et les autres d'être les héros de la prophétie. Mi dit soudain à Rio qu'il y avait 2 autres personnes avec eux quand ils ont été téléportés ici et lui demande s'il sait quelque chose à leur sujet. Rio dit qu'ils sont probablement aussi dans ce monde, mais il ne peut pas en être certain. Mi s'inquiète pour eux, pensant qu'elle a été sauvée par Rio, mais que ses amis pourraient être en réel danger. L'ambiance devient morose, mais alors Aïcha commence à bâiller car elle a trop écouté de bavardage. Elle s'approche de Rio et lui prend la main. Elle lui dit qu'elle est fatiguée et qu'il devrait aller se coucher. Tout le monde est choqué, puis soudain, Aïcha dit qu'elle a dépensé trop d'énergie aujourd'hui, juste avant de s'appuyer sur lui. Celia et Mi paniquent, mais Aïcha leur dit qu'elle ne fait que recharger son mana. Et ce n'est pas grave car elle dort souvent avec Rio. Rio essaie de dissiper le malentendu avec Celia, mais elle l'a déjà catalogué comme un pervers. Rio parvient à ramener tout le monde à table et explique qu'Aïcha doit puiser du mana en lui pour fonctionner. Mi comprend cela, mais elle est désapprobatrice et pense que c'est un péché pour Rio et Aïcha de dormir ensemble. Eh bien, Aïcha ne veut plus qu'elle se dispute à ce sujet, alors elle se téléporte à côté de Mi, disant qu'elle dormira avec elle à la place. Elle dit que même si ce n'est pas égal à Rio, Mi a aussi une grande quantité de mana et elle peut se recharger avec son aide. Cela résout le problème de Rio, et après avoir envoyé Mi et Aïcha dans une chambre, il montre une autre pièce aux frères et sœurs. Ensuite, il emmène Celia à l'étage et lui donne sa propre chambre, juste à côté de la sienne, mais maintenant cette hypocrite veut partager le lit de Rio et se glisser dans ses draps. Elle n'est pas assez courageuse pour le dire, et Rio retourne seul dans sa chambre. Il se met soudain à penser à quel point c'est étrange que Mi soit venue dans ce monde. Il se demande ce qu'elle penserait s'il lui disait qu'il a encore les souvenirs d'être Haruto, mais décide ensuite que cela n'a pas d'importance car il n'est plus Haruto. Soudain, Celia frappe à sa porte et Rio la laisse entrer. Elle s'excuse de le déranger mais dit qu'il y a des choses importantes dont elle veut parler. Rio lui sert du thé, puis Celia lui pose une rafale de questions sur la façon dont il a rencontré Aïcha. Mais avant cela, elle veut connaître la vie passée de Rio car c'est le plus grand mystère pour elle. Rio commence à lui raconter qu'il se souvient de sa vie antérieure en tant que Haruto et les gens qu'ils ont rencontrés aujourd'hui viennent du même monde que lui. Rio demande à Celia si elle se souvient du jour où elle l'a trouvé pour la première fois dans les bidonvilles, car c'est le jour où ses souvenirs de sa vie passée lui sont revenus. Celia comprend beaucoup de choses sur Rio maintenant et il l'assure que malgré tout, il est toujours l'étudiant qu'elle a toujours connu. Celia est heureuse de l'entendre et remercie Rio de l'avoir sauvé du mariage. Elle s'inquiète toujours pour son père, alors Rio lui suggère de lui écrire une lettre pour lui dire qu'elle va bien une fois qu'ils auront atteint la prochaine ville. Au même moment, dans la capitale, l'enfoiré Charles discute avec l'un de ses proches invités, qui est en fait le cerveau maléfique derrière bien des choses. Il essaie de consoler Charles pour sa fiancée volée avant le mariage, et l'idiot se noie dans l'alcool, disant que le capitaine de nuit a sûrement anéanti le criminel responsable de cela. Cependant, il est toujours secoué car il n'a aucune idée de l'endroit où Celia est allée. L'homme change ensuite de sujet pour parler de l'invocation des héros, et l'un d'eux a été accueilli par le royaume. Charles dit que trop de choses se passent en ce moment, et en plus, la faction rebelle a aussi un héros avec elle grâce au joyau sacré de la princesse Flora.
Dans le camp rebelle, un autre des héros bénéficie d'un traitement royal de la part des nobles qui l'ont invoqué. Son nom est aussi Hiro, mais ironiquement, il n'a pas l'étoffe d'un héros. C'était un lycéen normal qui lisait avec fureur beaucoup de mangas fantastiques, car il ne pensait pas que quelque chose de tel lui arriverait. Mais alors, de nulle part, un cercle magique est apparu sous lui, et il a été téléporté dans ce monde. Quand il s'est retrouvé allongé dans un jardin, entouré de soldats, il a paniqué, mais soudain, la princesse Flora et le duc Gustave, qui agissaient comme son gardien, sont venus le saluer. Bien que Hiro ait été initialement choqué et confus, il a rapidement utilisé ses connaissances tirées de la lecture de manga isekai générique bon marché pour comprendre ce qui se passait. Cependant, Hiro a été invoqué dans ce et a commencé à agir comme un katana qui même maintenant avoir essayé de donner des ordres à un adolescent rebelle qu'il appelle 14 ans d'appelant, mais qu'ils l'ont juste kidnappé et amené ici contre sa volonté. La princesse s'excuse en disant qu'elle devait accomplir la prophétie pour assurer le bien-être de ce monde, puis le duc Gustave demande à Hiro d'au moins écouter toute l'histoire avant de prendre une décision. Pendant ce temps, le lendemain matin, Ryo et son groupe partent faire leurs courses. Aki et son frère vont rester en sécurité à la maison, tandis que les 4 personnes restantes sont prêtes à visiter la ville voisine. Aisha porte Célia dans ses bras en s'envolant, puis Ryo se tourne vers Mi, disant qu'il la portera. Il la prend dans ses bras et commence à voler, et cette garce commence à flirter avec lui, en disant qu'elle n'a pas peur de tomber parce qu'elle est avec lui. Bientôt, ils atteignent la ville, et Ryo demande à Célia d'adopter un faux nom car des gens pourraient pas la chercher. Il utilise l'épingle d'oreille magique pour changer la couleur de ses cheveux et donne un accessoire similaire aux filles afin qu'elles puissent aussi parfaire leur déguisement. En chemin, les filles voient une énorme file et Ryo leur dit que c'est sûrement pour les brioches farcies ou les pâtes et suggère de les acheter au retour. Il dépose les filles pour faire du shopping au supermarché comme la guilde qu'il a visité la dernière fois et part seul pour une autre tâche. Il essaie de trouver des informations sur Célia et les Lumières, mais personne ne semble savoir quoi que ce soit d'utile. Ils retournent à leur base le soir et après que les enfants aient essayé les vêtements achetés pour eux, Ryo révèle ce qu'il a découvert lors de son enquête. Il n'a trouvé aucune information sur les amis de Mi, mais dit que c'est une nouvelle confirmée que les héros ont été invoqués dans ce monde. Il suppose que Taka et la fille de la 3e roue ont été invoqués comme héros, tandis que Mi et les autres ont juste été entraînés comme dommages collatéraux. Aki dit que s'ils sont dans ce monde, elle aimerait aider à les retrouver, mais Ryo dit qu'elle n'est pas prête pour cela. Il dit qu'avant toute chose, ils doivent apprendre la langue et les coutumes de ce monde, et Célia propose d'aider à cela. Ryo dit qu'il essaiera aussi de demander conseil aux anciens du village des esprits. Après cela, il est temps de commencer à cuisiner, et Mi propose d'aider Ryo à préparer des plats de style japonais. Elle est assez franche avec lui, ce qui rend Aki un peu méfiante car Mi ne semble pas bien s'entendre avec les hommes. Pendant ce temps, Célia pense qu'elle devrait aussi apprendre à cuisiner, sinon Ryo ne la considérera même pas comme une épouse potentielle. Ryo la laisse remuer la marmite pour sa première leçon et après cela, il s'assoit pour manger. Le lendemain, Ryo se prépare à partir pour le village des esprits afin de demander conseil aux anciens. Tout le monde se rassemble pour lui souhaiter bonne chance et Ryo laisse Aisha responsable de tout en son absence. Sur ce, il invoque l'appareil de téléportation de son stockage magique et se téléporte immédiatement à l'extérieur du village. Il n'a même pas besoin de parcourir une grande distance quand il voit Latifa debout devant lui. Elle court avec enthousiasme pour le serrer dans ses bras, puis les autres filles viennent aussi accueillir Ryo, disant qu'elles savaient que ce serait lui quand elles ont senti une énorme énergie magique dans la forêt. Ryo leur dit qu'il a quelque chose d'urgent à discuter avec les anciens et les filles disent qu'elles les informeront immédiatement. Bientôt, Ryo se rend à une réunion avec les 3 anciens et leur parle des 6 piliers de lumière qui ont invoqué un groupe de héros d'un autre monde. Les anciens sont curieux de savoir pourquoi ils pensent qu'ils viennent d'un autre monde, et Ryo leur dit que c'est parce qu'il en héberge 3 chez lui. Tout le monde est stupéfait d'apprendre cela, puis Ryo dit qu'il ne croit pas que les 3 personnes venues avec lui soient des héros. Cependant, il y avait 2 autres personnes qui sont venues dans ce monde avec eux, et il croit qu'elles pourraient être parmi les 6 héros. Les anciens sont assez surpris et demandent à Ryo comment il a communiqué avec les gens de l'autre monde. Il révèle qu'il a vécu dans le même monde qu'eux dans sa vie antérieure, mais demande aux anciens de ne rien lui poser de questions à ce sujet pour l'instant. Ils acceptent ses requêtes, puis Ryo en fait une autre, leur demandant d'abriter ses amis dans le village pendant qu'il essaie de trouver un moyen de les renvoyer sur Terre. Avec eux, il veut aussi que les anciens du village accueillent Célia et expliquent ses circonstances. Les anciens acceptent de laisser tout le monde rester dans le village parce que ce sont les amis de Ryo, mais à la condition qu'ils ne mentionnent jamais l'existence de ce village au monde extérieur. Plus tard, Ryo et Latifa ont une conversation privée au cours de laquelle elle l'interroge sur les personnes invoquées ici depuis leur ancien monde. Elle est jalouse que Ryo leur ait dit qu'il venait du Japon, alors que c'était censé être leur secret, mais il lui dit qu'elle sera toujours la personne spéciale pour lui. Il l'assure qu'il ne leur a pas dit qu'il se souvenait de ses souvenirs de sa vie passée, car cela compliquerait les choses.
Latifa lui demande ce qu'il veut dire et Rio lui dit que son coup de cœur de sa vie passée, ainsi que sa sœur éloignée, font partie des personnes qui l'hébergent. Il ne veut pas leur révéler cela car ils sont déjà en train de s'adapter à leur arrivée dans ce monde. Il demande à Latifa de garder les détails de sa vie passée secrets pour eux, même s'il devra leur dire un jour. Latifa consent qu'il veuille tout leur dire tout de suite, mais elle promet quand même de garder le secret. Le lendemain, Rio est prêt à quitter le village et tout le monde vient lui faire ses adieux comme d'habitude. Pendant ce temps, dans le royaume de Gulark, où l'un des héros a été invoqué, la vendeuse aux cheveux bleus, Lo, dont je ne me souviens même pas, prend le thé avec le roi. Il s'avère que Lot est en fait la gouverneure de la ville et la fondatrice du supermarché où elle a rencontré Rio. Elle gère également un réseau d'informations, c'est pourquoi le roi sollicite son aide. Il dit à Lot qu'elle est peut-être déjà au courant des héros qui ont été invoqués dans ce monde. Elle affirme, puis le roi dit qu'il prévoit d'organiser un grand festival pour présenter les héros aux habitants de son pays. Il veut aussi inviter les héros des pays voisins malgré leurs relations politiques tendues et il demande à Lot de livrer les invitations. Elle accepte la requête, puis le roi commence à parler de la façon dont deux des héros ont des noms étranges et mettent leur nom de famille avant leur vrai nom. Lo est agréablement surprise d'entendre cela car les noms sonnent japonais et elle-même est une japonaise réincarnée dans ce monde. Le roi pense qu'elle pourrait être intéressée à rencontrer le héros de leur pays et demande à sa fille de l'escorter jusqu'à la chambre du héros. En arrivant à la chambre, elle découvre que la garce de la troisième roue, nommée Setsuki, est le héros. De retour dans la forêt où Mi et les autres séjournent, le cerveau maléfique commence à les chasser. Il invoque un groupe de soldats zombies et leur ordonne de trouver la personne ayant la plus grande quantité de mana et de la lui amener vivante avant le coucher du soleil. Inconsciente du danger qui les menace, Celia enseigne patiemment à Masato la langue de ce monde. Pendant ce temps, Mi et Aki sont dans la cuisine, à leur place. Mi se demande quand Rio reviendra car cela fait 2 semaines qu'il est parti, mais Aki s'énerve à ce sujet. Elle commence à se plaindre et à gémir qu'elle devrait être à l'école en ce moment, mais qu'elle est ici, enfermée dans cette maison, dans un monde dont elle ne sait rien. Elle dit qu'elle veut rentrer chez elle, mais Mi lui dit qu'il est inutile de s'inquiéter pour ça. Elle fait confiance à Rio pour les garder en sécurité et trouver un moyen de retourner sur Terre. Aki remarque qu'elle semble beaucoup l'apprécier, ce qui est surprenant étant donné qu'elle n'est pas douée avec les garçons. Mi dit que Rio lui semble différent et aussi qu'il s'est présenté comme Haruto, ce qui l'a fait craquer pour lui dès le début. Aki s'énerve soudainement et fait une crise, elle déteste son frère qui n'est même pas venu la voir pendant toutes ces années et dit à Mi de ne pas insulter Rio en le comparant à ce raté. Elle réalise vite qu'elle a réagi de manière excessive et sort prendre l'air. Mi la suit pour la calmer quand soudain les monstres zombies les trouvent. Ils entrent dans la barrière qui rend la maison invisible aux étrangers, puis commencent à courir à la Naruto vers les filles. Mi et Aki paniquent, mais heureusement Aisha arrive et pulvérise les zombies avec sa magie. Elle se souvient que Rio l'a laissée responsable de tout le monde et elle est déterminée à les garder en sécurité. Soudain, un zombie l'attaque de côté et pendant qu'elle est distraite, un autre fonce sur Mi et Aki. Heureusement, Celia sort au bon moment et les protège de l'attaque des zombies. Les deux filles se préparent à affronter les zombies, mais soudain, Rio arrive pour sauver la situation. Il repousse les zombies et tout le monde est content de le voir. Rio s'excuse d'être en retard et demande ensuite à Aisha à propos des étranges monstres. Elle lui dit que ce sont certainement des monstres. Et d'après son expérience, elle peut dire que le noir est plus coriace et plus fort que les autres. Rio décide de s'occuper du noir et laisse le reste à Aisha. Le zombie noir commence à s'enfuir, mais Rio l'intercepte. Le zombie l'attaque, mais ses coups sont trop directs et faciles à esquiver. Rio le met à terre et essaie ensuite de voir s'il peut parler, mais cela semble peu probable. Cependant, juste au moment où il porte le coup final, le zombie essaie de le remercier de l'avoir libéré. Il disparaît quand Rio le poignarde, ne laissant qu'un cristal rouge derrière lui. Pendant ce temps, Aisha a également réglé le problème des zombies restants et il décide de rentrer. Une fois à l'intérieur, Aki s'excuse avec ferveur, disant que les zombies les ont trouvés parce qu'elle était sortie. Mi dit que c'est sa faute, mais Rio s'en fiche littéralement car la bonne odeur de la nourriture le distrait. Tout le monde commence à se préparer à manger, puis Rio leur dit soudain qu'ils vont bientôt avoir une nouvelle maison. D'autre part, d'autres groupes de zombies traînent des soldats humains et des aventuriers vers le cerveau maléfique. Il est satisfait de la prise, mais il a senti un groupe de zombies disparaître. Il pense qu'ils ont été vaincus. Mais cela ne lui importe pas car il peut toujours en créer de nouveaux en utilisant la matière première qu'il vient d'obtenir. Le lendemain, Rio téléporte tout le monde à l'extérieur du village des esprits, où Latifa et d'autres filles les attendent déjà. Le pervers Masato s'excite en voyant un groupe de mignonnes filles bêtes, tandis que Latifa court serrer Rio dans ses bras. Elle est curieuse des personnes qu'il a amenées, et elles sont aussi intéressées à en savoir plus sur les hommes bêtes.
Les autres filles bêtes s'inclinent devant Aisha pour l'accueillir et Masato demande si Aisha est une sorte de chef ici. Ryo révèle que les habitants du village vénèrent des esprits qui peuvent prendre forme humaine et cela choque Mi et les autres car ils traitaient Aisha assez franchement jusqu'à présent. Elle leur dit que c'est bien parce qu'elle n'aime pas les formalités. D'autre part, Latifa et Célia se présentent l'une à l'autre puis Célia va droit au but et demande à Latifa si elle peut toucher sa queue. Elle le lui permet et Célia commence à caresser sa queue duveteuse. Latifa dit soudain que ça chatouille en japonais, choquant Mi et les autres. Elle révèle qu'elle est aussi réincarnée dans ce monde, tout comme Ryo, et dit qu'elle a les souvenirs de sa vie passée. Elle propose de devenir leur professeur de langue car elle connaît les langues des deux mondes, mais Ryo est un peu inquiet. Latifa lui dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car elle a tout dit aux anciens et à ses amis. Elle veut aider les autres qui sont venus de la Terre et en plus, elle veut être utile à Ryo. Pendant ce temps, le reste des filles bêtes se présentent à Mi et aux autres, puis les conduisent au village. En entrant dans le village, ils remarquent les villageois se cachant derrière les arbres et les maisons pour les observer. Aki demande s'ils ont peur d'eux et Ryo explique que les villageois n'ont presque aucun contact avec les humains. Juste à ce moment, une fille lapin vient vers Mi car elle est fascinée par son uniforme. Latifa lui sert de traductrice. Et puis Mi dit à la fille qu'elle aime ses oreilles. La fille court aux côtés de sa mère et bientôt d'autres villageois viennent parler avec leurs invités. Peu après, une fête de bienvenue est organisée pour eux, mais avant cela, les anciens du village accueillent officiellement tout le monde. Ils saluent d'abord Aisha, puis vont vers les humains d'un autre monde et Célia. L'ancien nain est assez curieux des autres mondains, mais les autres anciens lui disent d'où de maîtriser sa curiosité. Juste à ce moment, la lance du grand arbre, Drias, apparaît devant eux pour voir les nouvelles personnes qui vont rester dans le village. Tout le monde est émerveillé de la voir et une fois cela fait, il est enfin temps de faire la fête. Pendant que Mi et les autres commencent à manger, Ryo reste en arrière pour parler avec les anciens et Drias. Aki et Masato sont choqués de découvrir qu'il y a aussi de la nourriture de style japonais ici et Latifa dit qu'elle l'a préparée pour eux. Aki trouve Latifa en train de fixer Ryo et dit que son grand frère est très aimé et respecté de tous. Latifa affirme fièrement et Aki dit qu'elle est jalouse d'elle. Elle veut rencontrer Taka qui est son demi-frère et se demande combien de temps ils devront attendre avant de pouvoir le chercher. Elle se tourne ensuite vers Latifa et dit qu'elle aimerait apprendre la langue de ce monde et qu'elle est heureuse d'être sa tutrice. Après cela, ils vont à la maison de Ryo dans le village et Latifa montre à Mi et aux autres leur chambre. Les filles bêtes leur disent qu'elles devraient profiter du bain en plein air avant d'aller dormir et Masato est vraiment excitée à ce sujet. Cependant, il perd au pierre-papier-ciseaux contre sa sœur et les filles peuvent visiter le bain en premier. Alors qu'il boude à ce sujet, plus tard, il pense qu'ils auraient gagné si Ryo avait joué à sa place. Cependant, il est immédiatement prouvé qu'il a tort car Ryo perd contre lui à un jeu de pierre-papier-ciseaux. Passant à un autre sujet, Masato lui demande comment il est devenu si fort. Ryo pense immédiatement au meurtrier de sa mère et à son désir de vengeance et dit au garçon qu'il y a quelque chose qu'il doit faire et qu'il doit devenir plus fort pour cela. Misato dit qu'il veut aussi devenir plus fort pour protéger les filles et Ryo sourit simplement à ce petit simp. Le lendemain matin, alors que Célia est sortie pour une promenade matinale, elle découvre Ryo en train de perfectionner ses compétences à l'épée. Ils commencent à parler à l'ombre d'un arbre et Ryo se souvient soudain qu'il lui avait promis d'envoyer une lettre à son père. Il dit à Célia qu'il devrait le faire maintenant que tout le reste est réglé. Mais elle lui répond qu'il n'a pas à se forcer. Ryo ne comprend pas ce qu'elle veut dire et elle explique qu'il prend la responsabilité de sauver tout le monde, mais elle sent qu'il leur cache quelque chose. Elle dit qu'elle se sent comme un fardeau pour lui, l'empêchant d'atteindre son véritable objectif. Elle lui demande de ne pas s'inquiéter pour elle et de faire ce qu'il veut, et Ryo lui dit qu'elle n'est pas un fardeau car il voulait la sauver du fond du cœur. Célia le remercie et dit que s'il a un jour besoin de son aide pour quoi que ce soit, il ne devrait pas hésiter. Elle est convaincue de pouvoir l'aider, étant la magicienne avec le plus de mana de son royaume. Le lendemain, Ryo, Isha et Célia se préparent à partir pour la ville la plus proche afin de livrer la lettre et aussi de trouver des informations sur les héros. Tout le monde est là pour leur dire au revoir et Mia a préparé un énorme panier de nourriture pour Ryo à manger en chemin. Il continue donc de jacasser à propos de tout et de rien en tenant le panier repas, puis les filles à fourrure leur disent d'aller prendre une chambre. Masada promet de devenir plus fort et de protéger les filles pendant l'absence de Ryo, mais Aki est perdu dans de profondes réflexions. Sur ce, Ryo et les autres s'envolent et Latifa dit aux autres qu'ils devraient commencer à apprendre la langue de ce monde immédiatement. Pendant ce temps, sur le territoire de Redania, Lot, la jeune fille aux cheveux bleus, rend visite à la princesse Flora et au duc Gustave pour rencontrer leurs héros invoqués. Elle leur parle des projets du roi de Galarc d'organiser une fête pour les héros invoqués et les invite tous à y participer. Le duc dit qu'il aimerait beaucoup assister à la fête, mais la décision finale reviendra aux héros.
Le héros, cependant, est tombé éperdument amoureux de Lot et il ne peut refuser l'invitation. Cependant, il continue de jouer l'arrogant et dit qu'il peut assister à une fête ou deux pour le bien de la paix mondiale, mais il s'assure que Lot sera présente à la fête, sinon ses efforts seront vains. D'autre part, Rio et les filles ont atteint le territoire familial de Celia. Elle lui montre le manoir où elle a grandi et informe Rio qu'il y a un passage secret au milieu du jardin qui mène au bâtiment principal. Elle pense qu'ils peuvent se faufiler par ce passage et livrer la lettre à son père, mais il y a beaucoup de gardes postés là. Ils descendent dans le jardin et se cachent derrière les buissons, mais un garde les repère et commence à s'approcher de leur position. Rio utilise la magie spirituelle pour les rendre invisibles, et pendant que le garde confus regarde autour des buissons, ils atteignent le passage caché et y entrent. Dès que Celia prend une lanterne magique du mur, une lampe connectée sur le bureau de son père commence à briller, l'alertant d'intrus dans le passage. Il se dirige également vers le passage secret, se demandant qui pourrait y entrer alors que seuls les membres de la famille le connaissent. Pendant ce temps, Celia dépose rapidement sa lettre sur une table, puis s'éloigne de la pièce avant que son père ne la trouve, même si elle veut vraiment le rencontrer et tout lui raconter personnellement. Son père trouve la lettre et, en la lisant, il apprend que Celia va bien et qu'elle a accepté d'être enlevée de son mariage. Elle s'excuse d'être une fille désobéissante et d'avoir fui ses responsabilités et espère qu'aucun danger ne tombera sur sa famille à cause de cela. Elle dit à son père qu'elle le reverra un jour et lui racontera toute l'histoire. Mais d'ici là, elle veut qu'il ait confiance en elle. Il réalise que Celia doit être à proximité, alors il court dehors et commence à l'appeler par son nom. Cependant, lorsque les gardes lui demandent si quelque chose ne va pas, il dit qu'il était somnambule, qu'il décide de garder secrète la venue de Celia ici et espère qu'elle reviendra le voir un jour. Rio et les autres observent cela depuis le ciel et ils demandent à Celia si elle est sûre de ne pas vouloir rencontrer son père. Elle lui dit que c'est bien ainsi en essuyant ses larmes et remercie Rio de lui avoir donné cette chance. Il promet qu'il fera en sorte qu'elle puisse le rencontrer la prochaine fois qu'ils seront ici. Sur ce, il décide enfin de se diriger vers Rodania pour en apprendre davantage sur le héros qui s'y trouve. Pendant ce temps, alors que Lot retourne dans sa ville depuis Rodania à bord de son gigantesque vaisseau volant, celui-ci s'incline et vacille soudainement. Lot se demande ce qui se passe et puis soudain ses servantes arrivent en courant submergées par la panique. Elles lui disent qu'un dragon noir est apparu près d'eux et qu'ils vont faire un atterrissage d'urgence dans la ville la plus proche. Bientôt, leur vaisseau atterrit dans la ville portuaire de Noal et tout le monde sort pour voir le dragon. Le capitaine du navire dit à Lot que heureusement le dragon ne les a pas remarqués, mais il a quand même choisi d'atterrir plutôt que de prendre le risque de l'affronter. Lo le remercie d'avoir pris rapidement cette sage décision, puis son assistante attire son attention sur un autre vaisseau volant appartenant au duc Gustave. Alors qu'elle descend du navire, elle rencontre un noble au hasard qui gouverne cette ville, et l'instant d'après, elle entend la voix agaçante de Hiro qui dit que c'est un plaisir de la revoir. Elle lui demande ce qu'il fait ici, car la fête est encore loin. Hiro dit que le duc Gustave avait des affaires ici, et il avait suggéré qu'il devrait également visiter la guilde marchande de Lot, alors il est venu avec eux. Cependant, ils ont également repéré le dragon noir près de leur vaisseau et ont dû faire un atterrissage d'urgence. Hiro dit qu'ils doivent trouver un moyen de gérer le dragon avant que l'un d'eux n'atteigne sa destination. Alors Gusto demande au noble au hasard s'il peut leur donner un endroit pour se reposer et élaborer une stratégie, et il invite immédiatement tout le monde à son manoir. Pendant ce temps, Rio et ses filles atteignent la ville de Verdania, qui semble assez animée. Soudain, Celia signale qu'Iskia a disparu et Rio se précipite pour la chercher. Il la trouve en train de dévorer des brochettes de viande et s'excuse auprès du commerçant. Il demande le prix de la brochette, mais le commerçant lui dit que l'homme ivre et évanoui dans le coin a déjà payé la nourriture. Le commerçant dit à Rio et Celia de dîner à ses frais également, mais ils refusent poliment. Il leur dit de ne pas hésiter, car les gars semblent avoir décroché un bon travail en préparant le départ du héros, mais il a gagné un peu trop d'argent. Rio est surpris d'apprendre que le héros a quitté cette ville, et il demande au commerçant plus d'informations à son sujet. Bien que l'homme ne sache rien d'utile sur le héros, il leur dit qu'il a été invité par le roi de Galarc à une fête où d'autres héros seront également présents. Rio et Celia se regardent, réalisant qu'ils doivent également changer de destination. De retour dans la ville de Noix, Lot et les autres s'assoient pour une réunion. Elle explique que trouver un dragon près d'une ville est une très mauvaise nouvelle, car les gens normaux ne peuvent même pas espérer le vaincre. Elle dit que dans le pire des cas, ils devront évacuer tout le monde de la ville avant que le dragon ne la détruise. Le noble de la ville dit qu'il va commencer à les évacuer par précaution immédiatement, puis Gustave commence à se demander ce qu'ils vont faire maintenant. Soudain, Hiro demande à Lot ce qu'elle va faire ensuite, et elle répond qu'elle va retourner dans sa ville, parce qu'elle doit reprendre rapidement ses fonctions de gouverneur. Elle déclare qu'elle prendra la route terrestre, mais Hiro s'y oppose car un groupe de filles voyageant sans aucune garde est sûr de se retrouver en danger. Lo l'assure que ses servantes savent se battre. Mais il dit que ce n'est pas suffisant. Il se porte soudainement volontaire pour l'accompagner et la fille du duc lui dit que ce n'est pas bien de s'imposer aux autres. Cependant, le duc lui dit de se taire quand un homme parle.
Lo dit à Hiro qu'elle n'a vraiment pas besoin de son aide. Et en plus, elle ne veut pas que le héros d'un autre pays risque sa vie pour elle. Hiro commence soudainement à faire le dur, disant que ce n'est pas son genre de fuir en sécurité, pendant que de jolies filles sont en danger. Le duc Gustave est également prêt à le soutenir dans toutes les décisions qu'il prendra et dit qu'ils l'accompagneront si le héros décide d'aller avec Lot. Il leur dit qu'ils n'ont pas à s'inquiéter de quoi que ce soit tant qu'il est avec eux, puis il invoque son katana. Il déclare qu'elle s'appelle Excalibur et dit qu'il a trouvé le nom lui-même. Eh bien, cela suffit à faire réaliser à Lot qu'il fait beaucoup de bruit pour rien, mais elle décide de ne pas insister davantage, car cela pourrait aussi révéler son secret. Le lendemain matin, Lot et son groupe se préparent pour leur départ, lorsque le chevalier nommé Raymond, en charge de leur sécurité, vient les voir. Il est choqué de voir Arya, l'assistante de Lot, car ils se connaissaient autrefois. Il dit qu'il est désolé pour sa famille qui a perdu son pouvoir, mais Arya dit qu'elle va bien parce que Lot l'a recueillie. Juste à ce moment-là, Gustave arrive et dit à Lot que le héros est prêt à partir et qu'il devrait partir maintenant. Leur convoi tranquille atteint bientôt une route accidentée au milieu de la forêt, et tandis que Lot et les autres bavardent à l'intérieur de leur carrosse, ils entendent la voix d'Arya disant à tout le monde de s'arrêter car il y a des monstres à proximité. Les servantes abaissent immédiatement les volets de fer pour protéger les personnes à l'intérieur du carrosse, tandis qu'Arya prend en charge la situation à l'extérieur. Les soldats sont confus car ils ne voient aucun monstre, mais elle leur dit qu'ils s'approchent en grand nombre des deux côtés. Soudain, une énorme horde de gobelins arrive de chaque côté de la route et commence à lancer des pierres sur les chevaliers. Les servantes utilisent des barrières magiques pour les protéger, puis Raymond prend également le commandement de ses soldats. Cependant, d'autres monstres arrivent d'autres directions également et tout le monde commence à être submergé. Arya leur dit de rester calme, tout en instruisant les servantes de la rejoindre au combat. Elle dit aux gardes d'agir comme ligne de défense, puis s'avance pour affronter l'armée de monstres. Elle les anéantit avec un puissant sort magique, puis se précipite pour taillader les restants avec son épée. Pendant ce temps, le reste des servantes se prépare également au combat et couvre d'autres fronts. Cependant, le cerveau maléfique qui a orchestré cette attaque pour tuer Lot et Flora observe tout d'en haut. Il est impressionné par la force d'Arya et des autres servantes, mais pense que les chevaliers sont plus faibles en comparaison, et c'est son ouverture pour attaquer. Au même moment, Hiro devient anxieux dans le carrosse. Il se demande ce qui se passe dehors et comment le combat peut durer si longtemps, même avec un si grand nombre de chevaliers. Flora a peur, alors Lot lui tient la main, et Hiro en profite pour tenir les mains de la blonde subalterne, prête à tout risquer pour lui. Soudain, quelque chose frappe le toit de leur carrosse, le faisant trembler. Hiro dit qu'il en a assez et invoque son épée, disant qu'il va s'occuper rapidement de tous les monstres à l'extérieur. Il ouvre la porte d'un coup de pied et sort, tenant toujours la main de la subalterne. Lo essaie de l'arrêter, mais c'est inutile et elle réalise qu'elle doit aussi sortir pour s'assurer que cet idiot ne se fasse pas tuer. Elle dit à Flora de l'attendre pendant qu'elle sort vérifier la situation. Elle active sa barrière magique, puis est surprise de trouver un nombre énorme de monstres. Elle demande ensuite à Flora de sortir, mais de rester près d'elle, et elles rejoignent Hiro et la subalterne. Hiro est nerveux et pense qu'ils vont perdre ce combat, mais Lot lui demande de faire confiance aux professionnels qui savent ce qu'ils font. Il commence à se plaindre et à gémir sur le fait que personne ne l'a préparé à cela. Il pensait que vivre dans un monde fantastique serait facile avec ses capacités de triche. Mais cela s'avère trop difficile. Le voyant désespéré, Lot décide de prendre les choses en main. Elle demande à la subalterne de s'occuper de Flora pendant qu'elle va soigner les blessés. Elle lance un sort de guérison sur les chevaliers blessés pendant qu'Arya vient la briefer sur la situation. Elle s'est occupée des monstres à l'avant et se dirige maintenant vers le flanc arrière pour les aider. Cependant, c'était exactement ce que le cerveau maléfique voulait, et juste au moment où Arya se dirige vers l'arrière, il descend devant le convoi. Arya commence à vaincre rapidement les monstres un par un et dit aux chevaliers d'aller sur les côtés car elle peut tout gérer ici. Puis soudain, ils entendent un rugissement fort et terrifiant alors qu'un énorme minotaure noir arrive là. Tout le monde panique et la subalterne dit à Lot que c'est un monstre légendaire qui était présent dans la guerre entre démons et dieux. Hiro pense qu'ils sont fichus, mais à son horreur, un autre minotaure arrive de l'avant. Il trébuche sur une pierre et tombe au sol tremblant de peur. Arya essaie de se précipiter à leur côté pour les aider. Mais les monstres ne lui en donnent pas la chance et le premier minotaure l'attaque également. De l'autre côté, le second minotaure envoie le carrosse voler d'un seul coup puis tend la main vers Flora. Elle est trop terrifiée pour bouger, alors Lot la sauve de l'attaque du monstre. Cependant, elles sont maintenant toutes deux vulnérables et le minotaure se prépare à les tuer d'un seul coup. Puis, de nulle part, quelqu'un passe en un éclair devant elle et tranche le bras du minotaure. Il saute ensuite haut et projette l'épée du minotaure vers lui, le tuant. C'est Rio qui dissimule son apparence, mais voir cette scène rappelle à Flora la fois où il l'a sauvée du minotaure dans la forêt. Rio arrive à leur côté, mais l'autre minotaure commence alors à faire rage. Il se précipite pour s'en occuper et croise le fer avec le monstre géant, le projetant au loin avec un puissant sort de vent.
Le monstre revient pour l'attaquer, mais Ryo esquive son coup lourd, puis le tranche si vite que personne ne peut même le voir. Le Minotaure disparaît et les soldats acclament Ryo, tandis que les monstres ont maintenant peur pour leur vie. Gustave, Lot et les autres viennent remercier Ryo, mais en voyant Flora le fixer, il craint qu'elle ne l'ait reconnu. Il n'a pas tort, car Flora croit que cet homme devant elle est Ryo, même s'il apparaît complètement différent. Lot le remercie de les avoir sauvés et se présente comme la gouverneure d'une ville voisine. Ryo donne son faux nom, Haruto, ce qui choque Flora. Elle lui demande toujours s'ils se sont déjà rencontrés quelque part, mais il refuse de se souvenir de quoi que ce soit de tel. Gustave demande à Ryo s'il est un noble d'un pays, mais il répond qu'il n'est qu'un voyageur qui aime l'escrime et qu'il n'est lié à aucun pays. Gustave est surpris d'entendre cela et dit qu'un épéiste de son niveau sera bien accueilli partout où il ira. Juste à ce moment-là, les servantes de Lot arrivent et l'une d'elles identifie immédiatement Ryo comme Haruto. Mais évidemment, il ne se souvient pas de toutes les garces qu'il a rencontrées, alors il demande qui elle est. La jeune fille aux cheveux bruns lui dit qu'elle est Chloe, celle qui l'a aidé à faire ses courses quand il est venu à leur supermarché il y a quelques jours. Il se souvient d'elle maintenant et Lot dit qu'elle n'a jamais su qu'il était l'un de leurs clients. Juste à ce moment-là, le héros inutile et arrogant arrive et se présente pompeusement comme le héros. Ryo peut dire qu'il est japonais d'après son nom et décide d'agir humblement devant ce crétin. Hiro est facilement flatté et lui dit qu'il était correct dans le combat plus tôt. Ryo le remercie pour l'éloge, puis dit qu'il se sent un peu déplacé et nerveux devant toutes les personnes importantes ici. Lo dit qu'il ne devrait pas dire de telles choses alors qu'il a vaincu 2 minotaures à lui seul. Et cela pique l'ego de Hiro. Il s'éloigne et dit aux 2 princesses de venir avec lui, mais Flora s'attarde autour de Ryo, essayant de dissiper ses soupçons. Cependant, quand Hiro la rappelle, elle part et maintenant Ryo est sûr qu'elle l'a identifié. Il décide de l'ignorer car son harem devient déjà trop grand pour lui et décide de se concentrer sur Lot car elle a un vrai pouvoir et de l'argent, contrairement à la princesse. Il propose de l'aider en réparant leur carrosse détruit et elle accepte. Elle envoie son assistante Arya vérifier d'autres choses en attendant et Ryo réalise que c'est la personne dont Celia parlait tout à l'heure. Quelques minutes plus tôt, alors qu'ils survolaient la forêt avec Celia et Ashia, ils avaient repéré la bataille qui se déroulait en contrebas. Celia a immédiatement reconnu Arya qui était son amie à l'académie et bientôt, les Minotaures sont arrivés sur le champ de bataille. Ryo a dit à Ashia d'emmener Celia en lieu sûr pendant qu'il descendait pour sauver tout le monde et cela le ramène au présent où il coupe le toit du carrosse pour le transformer en décapotable. L'autre dit qu'elle est impressionnée et il répond que c'est grâce à son épée qui est un artefact ancien mais ce n'était en réalité que ses arts spirituels. Alors qu'il finit de réparer le carrosse, une servante blonde arrive avec du jus pour lui et montre très clairement qu'elle est partante pour n'importe quoi plus tard dans la journée. Ryo est pris de court mais dit seulement à Lot qu'elle a une bande de servantes intéressantes. Après cela, Hiro se dirige vers l'épée du Minotaure qui est plantée au milieu de la route et utilise sa force incroyable pour simplement la retirer. Tout le monde, y compris Ryo, est impressionné et Hiro lui adresse un sourire suffisant et condescendant en le dépassant. Après cela, Ryo rejoint les nobles dans leur carrosse, Lot lui étant toujours reconnaissante, et Hiro essayant d'être passif-agressif pendant tout leur voyage. D'autre part, Mai, Aki et Masato apprennent la langue de ce monde auprès de Latifa. Une fois le cours terminé, les amis de Masato viennent l'inviter à la pêche et il part immédiatement, négligeant l'entraînement aux arts spirituels. Latifa dit aux filles de ne pas faire attention à Masato et de bien se concentrer sur leur propre entraînement. La jeune elfe aux cheveux verts leur enseigne les bases de l'art spirituel et Mi se révèle bien meilleure qu'Aki. Aki est découragée à cause de cela et commence à se demander si elle n'a aucun talent. Elle va se promener pour se détendre et trouve 2 enfants jouant à la dinette près de l'hôtel. Cela la ramène soudainement dans le passé, à l'époque où elle jouait à la dinette avec son frère Haruto et moi. Ils étaient vraiment heureux mais c'était avant le divorce de leurs parents et bientôt Haruto et son père sont partis. Aki a pleuré en lui demandant d'arrêter, lui rappelant qu'il avait promis de rester avec elle pour toujours, mais son frère n'a pu que s'excuser en partant. Aki est tiré de ses pensées lorsque Latifa arrive après avoir cueilli des légumes pour le dîner et elles rentrent à la maison. Alors que la nourriture est mise sur la table, Aki se plaint que Masada n'est toujours pas rentré. Elle dit que c'était mieux quand ils étaient nouveaux au village et qu'il était trop anxieux pour faire quoi que ce soit. Elle demande alors soudainement à Latifa comment c'était pour elle et Ryo quand ils sont arrivés ici, et l'elfe aux cheveux verts cache son visage embarrassé et coupable. Latifa explique comment les filles ont attaqué Ryo, pensant qu'il essayait de l'enlever. Mais une fois qu'elles ont appris la vérité, elles ont immédiatement demandé pardon. Les filles se souviennent soudain que lorsque Ryo était inconscient, il n'arrêtait pas de pleurer et d'appeler le nom de Mi. Mi et Aki sont toutes 2 surprises d'entendre cela, et tandis que Mi est un peu heureuse, Aki est clairement contrariée. L'ambiance semble tendue, mais heureusement, Masato rentre à la maison à ce moment-là avec un poisson géant qu'il a pêché. Tout le monde oublie la conversation qui venait d'avoir lieu, puis le poisson glisse des mains de Masato, provoquant panique et chaos.
Plus tard, alors que Mia pratique la magie spirituelle dans sa chambre, les filles vont dans sa chambre pour lui dire quelque chose d'inquiétant concernant Aki. Pendant ce temps, Aki et Latifa profitent des profits du bain en plein air. Aki interroge Latifa plus en détail sur son parcours avec Rio et elle lui raconte qu'elle fut esclave et assassine. Pour faire court, Rio l'a libérée et l'a amenée dans ce village afin qu'elle puisse enfin vivre une vie heureuse. Aki s'excuse d'avoir abordé un sujet si délicat, mais Latifa lui dit que ce n'est pas grave du tout, car elle pense désormais que toutes les épreuves de sa vie l'ont conduite jusqu'à Rio. Cette déclaration résonne avec Aki, qui révèle avoir été trahie par son frère, qu'elle aimait et en qui elle avait confiance durant son enfance. Cependant, quand sa mère s'est remariée, elle a eu un grand frère, Taka, et un petit frère, Masato. Elle dit que Taka était le grand frère gentil et chaleureux qu'elle avait toujours désiré, et il était toujours là pour l'aider. C'est pourquoi elle voulait aussi l'aider à le retrouver au plus vite. Mais cela semble très difficile, puisqu'elle ne peut même pas apprendre correctement les arts spirituels. Latifa lui dit qu'elle ne pourra peut-être pas l'aider de quelque manière que ce soit, mais lui demande quand même de venir la voir au cas où elle aurait besoin de quelqu'un pour écouter ses problèmes. Le lendemain matin, Aki sort de la maison dès l'aube pour s'entraîner, et le reste des filles décident de lui préparer quelque chose de spécial. Comme d'habitude, elle n'arrive pas à progresser avec ses arts spirituels, mais quand elle rentre chez elle, une douce odeur l'accueille de l'intérieur. L'elfe Bro vient l'accueillir et Eki est surprise de la trouver vêtue de l'uniforme scolaire de Mi. Elle lui demande pourquoi elle porte cette tenue et l'elfe Bro répond qu'elle voulait porter des vêtements spéciaux pour lui offrir ce cadeau si particulier. Soudain, Mei débarque avec une tarte aux pommes fraîchement cuite, sa préférée. Eki est ravie de la voir mais demande quelle est donc cette occasion si spéciale. Les filles lui disent que c'est leur façon de l'encourager dans ses efforts et elle est très émue en les remerciant. Loin d'elle, dans l'empire voisin de Proxia, l'empereur Nadal contemple la capitale sous la pluie. Il semble passablement ennuyé et à ce moment-là, l'aventurier nommé Lucius, celui qui a tué la mère de Rio, entre dans sa chambre, remarquant qu'il a une furieuse envie de déclencher une guerre. Il commence à parler des troubles qui se préparent dans les royaumes voisins et Nadal lui dit qu'il a envoyé un émissaire pour assurer de bonnes relations diplomatiques pendant qu'il prépare son armée. À ce moment-là, l'émissaire entre dans la pièce et ce n'est nul autre que le génie du mal. Il dit à Lucius qu'il le cherchait activement car il a besoin de son aide. Il explique que c'est enfin le moment de mettre leur plan à exécution. Mais une menace inattendue a fait surface et tant qu'ils ne s'en débarrassent pas, ils ne peuvent rien faire. Le génie du mal dit que leur ennemi est assez fort pour anéantir des minotaures d'un seul coup et qu'ils ont besoin de quelqu'un de plus puissant pour le neutraliser. Lucius accepte volontiers la mission mais le cerveau lui dit qu'il ne va pas se battre directement mais se concentrer d'abord sur l'enlèvement de la princesse Four. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran.